Salut l'équipe, bienvenue pour un nouvel épisode de Équilibre et Performance. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode avec une diététicienne spécialisée en syndrome SOPK et en endométriose et elle s'appelle tout simplement Elodie Nutrifit sur Instagram. Le but dans cette conversation pour moi, c'était d'en apprendre plus sur l'endométriose, le syndrome SOPK et tout ce que ces syndromes peuvent impliquer sur la femme au quotidien, que ce soit son alimentation, son sommeil, sa récupération, ses douleurs chroniques ou non, toutes ces choses-là. Je me suis dit que ce serait intéressant de faire ce podcast tout simplement pour sensibiliser autant les femmes que les hommes. J'ai appris énormément de choses dans cet épisode et j'espère que ça sera le cas pour vous. Et les gars, écoutez bien cet épisode parce que même si c'est les femmes qui sont concernées, on est tous concernés par ça et c'est très important d'être un minimum informé sur ces différents points. Allez, bonne écoute. Salut l'équipe, bienvenue pour un nouvel épisode de Équilibre Performance. Donc aujourd'hui, je suis avec Elodie Nutrifit sur Instagram. Donc je te laisserai dire le nom de famille parce que il était un peu galère pour moi. Donc j'ai, on va dire, rencontré Elodie sur les réseaux sociaux grâce notamment à Ambre que tu as pu interviewer il y a à peu Oui, près, je crois, 2 mois. ouais, Et du coup, en fait, Elodie, bon, c'est clairement le sujet du podcast, mais en fait, elle est diététicienne et elle est surtout diététicienne spécialisée endométriose et le fameux syndrome SOPK, donc syndrome des ovaires polykystiques, c'est ça? polykystique, Ouais, exactement. voilà, exactement. Et franchement, je trouvais que c'était un sujet hyper intéressant, surtout que même si je suis un gars, on est tous on doit tous un peu connaître ça, je trouve, et surtout que moi j'ai eu mon ancienne copine qui avait ça, et pour moi c'est un sujet hyper important et surtout on va dire de démocratiser ça histoire que on soit pas on va dire inculte par rapport à ça et ça permet toujours on va dire après de pouvoir rebondir et tout simplement le diagnostiquer et tout ça. Donc écoute en vrai pour simplement commencer je te laisse te présenter et puis après on va commencer à attaquer un peu le vif du sujet. Yes, déjà merci de me recevoir dans ton podcast. Et du coup, pour me présenter, moi c'est Elodie, aussi Elo-Nutrifit sur Instagram. Donc je suis diététicienne maintenant depuis 3 ans. Donc ça fait déjà un petit moment et ça fait 1 an que je me suis spécialisée effectivement dans les pathologies féminines, donc le SOPK et l'endométriose comme tu le disais. Du coup, pourquoi je me suis spécialisée là-dedans, c'est par rapport à mon propre parcours. Donc je pense peut-être qu'on l'évoquera un petit peu par la suite, mais du coup, mon parcours a fait que j'ai voulu me spécialiser et aider des femmes qui souffrent de ces pathologies. Donc aujourd'hui, je propose que des suivis en ligne où je peux justement accompagner ces femmes aussi bien en fonction de où elles vivent dans la France et justement, on a une alimentation qui est adaptée par rapport à ça, une prise en charge qui est adaptée par rapport à ces pathologies. Ok, ouais, clairement. Et du coup, en vrai, par rapport à ton parcours, j'imagine que tu as fait des études, donc tu es diététicienne Ouais, genre officielle exactement. au niveau du Ouais. diplôme. Donc ouais, si tu En peux un gros, peu me j'ai parler de ça. fait Ouais, tout à fait. J'ai commencé, en gros, il y a 3 ans, donc quand j'ai été diplômée. En fait, moi, j'ai eu un parcours un peu particulier. C'est que de base, j'avais commencé par faire un bachelor en diététique et nutrition sportive parce que je m'étais dit, OK, je voulais prendre les sportifs de haut niveau en charge. J'adorais le sport et tout à cette époque-là par rapport à mon parcours où j'avais été en surpoids et du coup, j'avais justement perdu beaucoup de poids et notamment le sport, ça avait été un petit peu mon moment à moi où ça m'avait aidé à maigrir, mais en même temps, ça m'avait aidé aussi à me sentir mieux dans mon mental, à me sentir mieux dans la vie de tous les jours. Et du coup, le sport, c'était hyper important pour moi. Et en fait, je m'étais dit, OK, le sport, l'alimentation, par rapport à mon parcours de perte de poids, pourquoi pas me lancer en tant que diététicienne, justement. Et en fait, j'aimais pas, entre guillemets, le diplôme officiel du BTS qui, pour moi, était trop limité dans les informations, en fait, qu'on pouvait apporter. Même si aujourd'hui, je dirais qu'il y a des choses bien, mais il y a des choses qui sont quand même un petit peu à l'ancienne et pas revues aujourd'hui par rapport à ce BTS. Et du coup, je m'étais dit, j'étais tombée sur un forum, tu sais, quand on est étudiant, on tombe sur les forums et tout, un petit peu au niveau nutrition, dans les domaines qu'on veut faire. Et en fait, j'étais tombée sur un forum où il y avait une présentation d'école et je m'étais dit, OK, cette école, elle me plaît et tout. Et du coup, j'ai fait un bachelor en nutrition sportive. Sauf qu'en fait, la première année, je me suis rendu compte que le BTS, c'était le diplôme officiel français. Et si tu veux être reconnu auprès de l'État, il faut faire un BTS diététique. Et du coup, j'ai fait un double diplôme. Donc pendant 3 ans, j'ai fait le BTS en même temps que le bachelor. Et du coup, c'est pour ça qu'à la fin, j'ai été diplômée des deux. Sauf qu'en fait, au fur et à mesure de mon parcours, je me suis rendu compte que le domaine sportif m'intéressait de moins en moins et que je préférais accompagner un petit peu toutes les femmes, en fait, de tous les jours pour leur perte de poids. Et c'est à ce moment-là que je me suis lancée au tout début en tant que diététicienne où je faisais des rééquilibrages alimentaires, des pertes de poids, je prenais en charge les troubles digestifs, enfin, différentes pathologies aussi. Et maintenant, il y a 1 an, je me suis dit, OK, l'endométriose et le SOPK, c'est vraiment ce que je veux prendre en charge, mais également les parcours de PMA et les femmes enceintes.
Les parcours de PMA, c'est quoi déjà exactement? C'est les parcours de médical, enfin c'est des procréations médicalement assistées, donc c'est pour les femmes qui ont du mal à concevoir. On en parlera un petit peu, je pense, par rapport aux Ok. questions aussi par la suite. Mais quand on a le SOPK et l'endométriose, on peut avoir des problèmes de fertilité, ça De arrive. Donc fertilité, c'est oui. pas qu'on est stérile. Donc ça, attention, il y a beaucoup de choses qu'on entend. On dit ok, SOPK endométriose égale stérile. Non, on n'est pas stérile quand on a le SOPK et l'endométriose. Par contre, on peut avoir plus de difficultés à concevoir un enfant, et c'est là que les parcours de PMA peuvent nous aider justement à tomber enceinte. Donc c'est des parcours assez longs, qui sont compliqués, pas toujours faciles, mais pour certaines femmes, c'est la solution pour pouvoir avoir un enfant plus tard. Ok. Et d'ailleurs, bah, en vrai, t'as commencé il y a 1 an à te spécialiser par rapport à l'endométriose et le Ouais, SOPK. Avant, t'es encore sur Instagram, j'imagine. ouais, Genre, t'avais j'étais déjà commencé, sur... t'as commencé, ouais, et du coup, ma première question, c'est un peu genre, en mode, t'as commencé au début, genre, juste à mettre des recettes en diététique, et après, t'as vu que ça prenait un petit peu d'ampleur, et du coup, tu t'es vite spécialisé en mode bah, diététicienne en ligne, ou c'était direct l'objectif, hein, tu l'as vu comme ça, enfin, comment, il y a 3 ans? Ouais. Bah c'est vrai que moi j'ai ce caractère où je pouvais pas travailler pour quelqu'un. J'ai trop du mal à travailler pour quelqu'un. J'ai besoin de faire moi les choses, d'avoir mon truc à moi aussi, tu vois, d'être fière de ce que je fais, de me dire là c'est ma société, c'est moi qui la gère. Et du coup en fait il y a 3 ans directement je me suis dit je vais me lancer à mon compte. Surtout que quand on est dans le BTS diététique, on a des stages obligatoires et il y a les stages notamment en milieu hospitalier. Et moi ça m'a dégoûté du milieu hospitalier et en plus par mon parcours personnel, je suis pas très à l'aise avec ce milieu-là. C'est pas quelque chose que j'apprécie, et du coup c'est vrai que pour moi c'était évident en fait de me lancer en ligne. Donc au début il y a toujours cette crainte de se dire est-ce que ça va réussir. On me disait que le diplôme de diététicienne c'était un métier qui était bouché, que j'allais pas réussir, etc. Et au final bah tu vois 3 ans plus tard ça a marché, donc vraiment je suis hyper contente d'avoir fait ça. Et en fait je me suis lancée au tout début, c'était que des recettes, mais vraiment tu sais le truc typique recettes nutrition, perte de poids, etc. un petit peu. Ouais, tu faisais des infographies. Ouais, Ouais. exactement, les infographies C'était pas les Instagram. réels qui étaient, mais non, on fait des réels Non, parce que voilà, mais peut-être que si un jour les infographies ouais, reviennent, on en fera, quoi. C'est un peu les exactement. tendances, quoi. Puis il y a 3 ans, c'était complètement différent. Les réseaux sociaux, ça avait rien à voir avec aujourd'hui. Et du coup, je me suis lancée, ouais, avec les petites recettes et tout. Après, j'ai commencé à faire les réels un petit peu humoristiques qui fonctionnaient aussi. Puis j'ai commencé à partager aussi un peu plus de mon contenu lifestyle, de mon quotidien. Et au fur et à mesure, bah en fait, la première année, moi, j'ai très vite pris des patientes. Et au fur et à mesure, en fait, je me suis rendu compte que les réseaux me plaisaient. Être à mon compte, ça marchait très bien. Ça m'a permis, tu vois, 1 an plus tard de partir de chez moi, de chez ma mère, et de prendre mon appartement, d'avoir mon indépendance. Et du coup, tu vois, aujourd'hui, 3 ans plus tard, bah, moi, je suis plus en auto-entreprise. Je suis passée en société, là, il y a quelques mois, depuis le mois de mai. Et tu vois, 3 ans plus tard, je suis en société, ça marche bien. Je suis hyper contente de ce que je fais. J'adore mon métier et je regrette pour rien au monde. Donc oui, il y a des jours, c'est compliqué. Mais s'il y a des personnes qui nous écoutent et qui souhaitent vraiment se lancer dans ce métier, j'ai envie de dire, c'est comme tous les métiers, il faut pas avoir peur. On a toujours des choses où on va nous dire oui, mais ça marche pas. Mais en vrai, si vous avez envie de faire ça, donnez-vous les moyens et vous y arriverez. Clairement, ben, pour rebondir là-dessus, ça me fait rire que tu dises en mode que le métier de diététicien enfin, le BTS diététique, quand on te dit enfin, que tu dis que tu vas faire ça, c'est bouché. Donc, je sais pas, toi, à l'époque, je pense pas que t'avais Parcoursup. Non, enfin, Euh, si, il y avait eu, mais moi, j'étais pas passée par Parcoursup par rapport à Bah, mon moi, en gros, bachelor. moi, c'est un peu l'anecdote. Du coup, j'ai parlé avec Fanny Pasek, du coup. Et en Ok. gros, de base, je voulais faire diététique, genre en mode, à Montpellier, genre, j'avais pris le lycée, je suis allé là-bas, ils m'ont dit, bon, tu nous donnes ton numéro de dossier, comme ça, on te retient et tout, pour voilà. Et j'avais dit ça à ma prof principale de maths, que je voulais, Ouais. enfin, elle m'a dit, demande à tout le monde, tu veux faire quoi et tout. Et moi, je lui dis, bah, BTS diététique, parce que j'adore l'alimentation, et genre, en plus, j'adore cuisiner et tout, tu vois, depuis tout petit, donc, genre, en mode, si je pouvais aider les gens à avoir de meilleurs équilibrages alimentaires, enfin, voilà. Et j'ai dit ça à ma prof de maths, je te jure, elle m'a dit, tu vas finir au chômage, elle m'a dit ça devant toute la classe. Ouais, mais Et c'est du coup, la phrase, hein. j'étais en mode, mais c'est abusé, genre, bah, bon, déjà, c'est hyper respectueux de dire ça, mais en plus, genre, ça avait l'air quand même assez, pas véridique, mais de par ce que les gens disaient, ça avait l'air d'être très bouché. Et aussi pour rebondir sur ce que tu dis, genre oui, tu veux faire un diététicienne, ouais, ça va pas être facile parce que maintenant on est tous, genre on a tous indirectement de la concurrence directe ou indirecte. Ouais, il va falloir que tu sortes du lot et que tu apportes ta petite graine, et aussi ta Mhm. personnalité joue beaucoup, ça je le sais, Exactement. dans tout truc, tu vois, même les formations, que ça soit bien ou bidon ou quoi que ce soit que tu vois sur les réseaux dans n'importe quel domaine, c'est toujours un truc qui revient, c'est en général tu prends aussi la personnalité de la personne, certes il y a le travail, mais la personnalité et le fait d'être accompagné par une personne, c'est hyper important. Et, Ouais. et c'est vrai que oui, il va falloir, si les gens veulent devenir diététicien ou diététicienne, il va falloir bah, trouver une spécificité, se démarquer, que les résultats soient là.
Ouais. Donc au début, bah c'est un peu comme tout, genre peut-être que toi, je sais pas, en mode si parce qu'après il y a peut-être eu un peu le syndrome de l'imposteur qui s'est installé d'une manière ou d'une autre, surtout au début. Et par exemple, genre en mode, est-ce que je sais pas, ta première patiente ou ton premier patient, j'en sais rien, est-ce que tu l'as fait plus ou moins gratuit pour genre en mode Ouais. commencer à faire parce que des fois on dit fais d'abord gratuit, une fois que tu sens que t'es bon, là tu mets ton prix parce que ça y est, genre tu t'as appris, les gens t'ont fait confiance, t'as de la social proof, enfin voilà. Ouais. Non, moi, c'est vrai que j'ai commencé à faire tout de suite en payant parce que j'ai toujours eu cette notion, je pense, par mon éducation, que tout travail mérite salaire. Moi, demain, même des potes qui me demandent, enfin, des potes avec qui j'ai besoin d'avoir des programmes sportifs ou quoi, je les paye. Enfin, pour moi, c'est naturel de payer Oui. quelqu'un et du coup, c'est naturel qu'on me rémunère aussi. Donc ça, c'est quelque chose où j'ai tout de suite mis en payant. Après, le syndrome de l'imposteur, on va pas se mentir, je l'ai un peu tout le temps, même aujourd'hui, même si on dirait que sur les réseaux, je suis hyper confiante et tout dans ce que je fais. Non, aujourd'hui, en plus, sur les réseaux, il y a 10 000 personnes. On est beaucoup plus qu'à une époque. Donc, même les jeunes diplômés savent très bien maîtriser aujourd'hui les réseaux sociaux. Donc, on est beaucoup plus aussi. Donc, c'est vrai qu'il y a quand même cette crainte, ce syndrome de l'imposteur, toujours de la remise en question, toujours peur que ce qu'on fait, ça marche pas, que ça fonctionne pas. Il y a des hauts et des bas. Donc, ça, je l'ai tout le temps. Mais au début, je l'avais un petit peu. Mais en vrai, je pense qu'avec du recul, je l'avais moins au départ parce que on était moins sur les réseaux sociaux et que derrière, je sais sans voilà me vanter ou quoi que mon travail, si je le fais, il est fait à 200% et qu'il sera bien fait, tu vois. J'aime pas m'arrêter sur un contenu qui est faux, je vais pas dire de choses fausses. Après, il y a des choses, tu vois, qu'on voit et qu'on va réaméliorer au fur et à mesure de nos connaissances, bien évidemment, mais je vais pas dire des choses que je ne connais pas. Je vais toujours apporter des sujets que je maîtrise et apporter des connaissances sur des sujets que je sais. Et si je sais pas, je suis la première à dire juste, bah, je sais pas, tu vois. Donc je pense que mon syndrome de l'imposteur là-dessus, ça a été, sauf qu'aujourd'hui, comme on est beaucoup plus sur les réseaux, même, tu vois, au niveau du SOPK et de l'endométriose, il y a plus en plus de diététiciennes qui viennent se spécialiser aussi dans ces domaines-là. Et ben il y a toujours cette crainte un petit peu de se dire ouais mais elle son contenu il est mieux, ah il est mieux fait, tiens c'est intéressant comment elle l'a apporté par rapport à moi. Et du coup mon syndrome de l'imposteur limite il est plus présent aujourd'hui qu'avant quoi. Ouais, parce que puis même bon moi là c'est encore plus compliqué parce que je me lance dans le podcast et c'est pas bouché en vrai parce qu'on a énormément de Oui, marge par rapport au fait que c'est tout nouveau et que c'est un format qui est tellement à l'encontre des réseaux sociaux que voilà. c'est ça. Je pense que c'est un peu ce qui va nous sauver un jour, mais genre en mode tu sais de vouloir reprendre le temps d'écouter quelque chose et tout, de regarder quelque chose Ouais, maintenant parce qu'il y a pas mal le format vidéo. Je pense que c'est important, mais par rapport à ça en vrai c'est surtout que à l'époque entre guillemets potentiellement t'avais rien à perdre. c'est ça aussi. Là, t'as plus, on va Exactement. dire, façon de parler à perdre, dans le sens où maintenant, ça y est, t'es plus en auto-entreprise, donc t'as une société, peut-être après tu as des prestations, il va falloir avoir un certain chiffre d'affaires, il y a la Exactement. concurrence, ils vont peut-être te prendre des parts de marché, si je puis dire, et tout. Et c'est vrai que moi, tu vois, à l'heure actuelle, j'ai rien à perdre, tu vois, de faire ce que je fais, genre, ça m'apprend juste, bah, déjà, ça me fait de super bonnes rencontres et tout, et ça, je trouve que c'est Mm, hyper important, surtout c'est cool. quand t'es dans l'entrepreneuriat ou que tu te mets à ton compte, genre, si t'es très bon, en plus, c'est mieux, mais des fois, tu peux, genre, être quelqu'un, on va dire, genre, de relativement correct ou bon dans un domaine, mais si t'es en plus sur le réseau, ben, genre, ça peut te faire décoller de fou. Enfin, moi, je l'ai vu, Ouais, totalement. genre, il y a des personnes, tu vois, genre, je leur ai demandé, ouais, est-ce que tu veux passer sur le podcast? Je me suis dit, je vais me prendre un vent, c'est sûr. Ouais. Il me dit, ouais, vas-y, vas-y. Et j'étais en mode, ouais, c'est pas mal. Mais le podcast, Genre, c'est un format qui plaît beaucoup aussi. Il y a beaucoup de gens qui adorent ça. Moi, j'ai reçu énormément d'invités sur mon propre podcast. Et je le vois, il y a plein de gens, même que, pareil, j'aurais pas pensé qu'elles auraient accepté. Et finalement, oui, parce que c'est un format qui plaît. C'est un format où les gens peuvent vraiment communiquer une vraie information. Tu vois, quand tu m'as proposé, pour moi, c'était naturel de te dire oui, dans le sens où déjà, c'est un format que moi-même je fais. Donc, je suis assez à l'aise, j'ai l'habitude. Et en plus de ça, c'est un sujet qui me plaît et que j'ai envie de transmettre autour de moi. Donc, si la personne, elle a envie de transmettre ses connaissances et apporter des véritables infos, n'importe quel soit le podcast, elle le fera et investit. Et le podcast, l'avantage, c'est que c'est un format qui est long et on peut vraiment parler, communiquer, enfin tout ce qu'on va raconter sur le SOPK et l'endométriose par la suite, c'est pas bâclé sur un petit réel Instagram, tu vois. C'est des vraies informations apportées qui sont longues, que les personnes peuvent vraiment écouter. Et c'est pour ça que moi, je préfère largement le podcast que les formats Instagram, quoi. mais clairement, et puis, c'est un peu aussi en plus que, genre, en mode, t'avais une bonne vibe et tout sur le réseau, je me suis dit, mais attends, genre, je vais en apprendre de ouf, tu vois, genre, rien que pour ma culture personnelle, alors que je suis un gars, mais pour moi, c'est lié avec la femme, parce que, ben, on est complémentaires. Exactement. Et genre j'étais en mode mais attends je connais pas mais j'ai l'impression d'avoir été un peu dans le truc à un moment donné et tout l'année dernière et cette année j'étais en mode attends il faut que je lui demande elle est hyper genre j'ai regardé tes réels et tout je les regarde à chaque fois qu'il passe mais c'est pas pareil que genre Ouais, un podcast genre exactement. là on est concentration à 100% quoi alors que podcast Ouais, enfin qu'un réel c'est pas la même exactement. donc clairement bah écoute en vrai on va un peu commencer le vif du sujet donc Yes. en vrai ça va surtout
il faut que tu vois ça un peu comme si tu me donnais un cours à moi, tu vois. Ok, Et ça je pense marche. que évidemment il y a des filles et tout qui vont écouter et tout, genre j'en ai pas mal et tout, et il y en a peut-être qui sont dans ce cas ou peut-être non, mais du coup elles vont en apprendre des choses. Mais un Ouais. peu déjà ouais, si on peut en parler, et clairement c'est qu'est-ce que c'est l'endométriose, et ensuite on viendra plus sur le SOPK. Ouais. Ouais, bah l'endométriose en fait c'est une pathologie qui est inflammatoire qu'on va souvent diagnostiquer parce que la fille peut avoir par exemple des douleurs de règles, ce genre de choses, ça c'est un petit peu le cliché de base, mais il y a d'autres symptômes bien sûr autour de ça. Si je prends par exemple mon parcours personnel, moi ça à la suite de l'arrêt de la pilule en fait à cause du SOPK, on en parlera un petit peu par la suite, mais pendant plus d'un an et demi j'ai été en aménorrhée, donc j'avais pas du tout de menstruation. Donc ce qui était quand même assez inquiétant, on va pas se mentir, quand une femme Mhm. ne retrouve pas ses règles, surtout que j'avais une bonne alimentation, le sport, je le faisais de manière enfin totalement OK, j'étais pas dans les excès ou quoi qui peuvent conduire à une aménorrhée, tu vois, hypothalamique ou quoi. Donc vraiment, j'étais sur ce côté-là où juste en fait, je comprenais pas ce qui se passait dans mon corps. Donc on m'avait diagnostiqué le SOPK par la suite et en fait, quand j'ai retrouvé mon cycle menstruel, donc avec mes menstruations, etc., j'ai eu des douleurs très 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 fortes. Et il faut savoir que moi, quand j'étais très jeune, donc à 14 ans, on m'a mis sous pilule parce que j'avais des règles très abondantes. Donc la petite anecdote, je me suis retrouvée en pleine classe, complètement pleine de Mhm. sang et du coup la honte de ma vie. Enfin, j'étais vraiment en Bah, troisième, j'étais au bout de ma ça vie. fait peur, quoi. Bon. Ouais, c'est ça. Et en fait, j'avais des règles très très abondantes, de plus en plus douloureuses, où je devais louper des fois une semaine d'école complètement tellement j'avais mal et que je ne pouvais pas aller en cours. Et du coup, ça faisait que, en fait, on m'a mis sous pilule. Et moi, à l'époque, j'étais jeune, enfin, j'étais un peu pas du tout renseignée là-dessus, sur la santé, sur le corps humain, etc. Donc, on m'a dit, prends la pilule, ça va soulager tes symptômes. Bon, bah, moi, j'ai écouté, hein, le gynéco te dit ça, tu l'écoutes et tu prends la pilule et voilà. Et en fait, par décision, donc il y a du coup c'était il y a plus de 3 ans, c'était il y a 4 ans quasiment bientôt. Le temps passe vite. Et en gros, j'ai décidé quand je me suis séparée de mon ex-compagnon, en fait, je me suis dit, ok, bah je vais arrêter la pilule, voir un peu comment mon corps réagit aussi. C'est là que du coup on m'a diagnostiqué le SOPK. Ensuite, j'ai eu du coup le diagnostic de l'endométriose parce que mes douleurs, comme je le disais, sont revenues de manière très forte. Donc c'était il y a un an. Donc il y a un an vraiment des douleurs très 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 fortes où j'en avais la nausée tellement j'avais des crampes au niveau du ventre. Ça me faisait aussi une douleur particulière. Moi j'ai une douleur sciatique dès que j'ai mes douleurs d'endométriose. Donc en fait ça me prend toute la jambe, toute la hanche en fait à Ouais. droite. Et c'est horrible. Donc j'avais ça. Et là récemment maintenant j'ai les migraines, j'ai d'autres symptômes aussi qui sont commencés à apparaître. Et en fait quand j'ai eu ces symptômes, je me suis dit ok, c'est pas normal. Et en fait, la plupart des filles, c'est ce qui se passe par rapport à l'endométriose, c'est qu'en fait, elles vont avoir des symptômes comme ça qui sont pas des symptômes de règles classiques entre guillemets et qui du coup vont alerter et c'est souvent là qu'on se fait diagnostiquer. Donc le diagnostic en général, tu prends rendez-vous chez le gynéco et il te fait faire une IRM si il veut bien t'écouter bien sûr parce que ça c'est aussi un autre débat mais c'est très compliqué de se faire écouter par des gynécos. La plupart du temps, tu te prends une phrase c'est dans ta tête, tu vois cette phrase-là, j'ai dû Mhm. l'entendre des Ouais, milliers de clairement. fois. Et pour le coup, moi, ça me l'a beaucoup fait pour le SOPK. Après l'endométriose, j'ai eu la chance de tomber sur une très bonne gynéco dans le sud de la France quand j'ai déménagé. Donc, ce qui m'a permis d'avoir l'IRM et l'IRM m'a confirmé, du coup, le diagnostic de l'endométriose. Donc, l'endométriose, c'est vraiment une pathologie inflammatoire où, en fait, tu vas avoir du tissu similaire à l'endomètre dans des parties à l'extérieur, en fait, de l'utérus, donc des parties du corps où t'es pas censé en avoir. Et en fait, toutes ces adhérences, elles vont réagir sous l'influence de tes hormones. Donc quand t'as tes règles, tu vois, t'as l'influence des hormones qui fait que t'as tes règles. Et bah là, toutes ces adhérences, en fait, qu'elles soient un peu localisées partout dans ton corps, elles peuvent être aussi bien sur l'utérus que sur les ovaires, que dans le système digestif. Il y a même des femmes qui en ont au niveau des poumons. Enfin, vraiment, tu peux en avoir dans différentes parties du corps. Et le problème, c'est qu'elles vont réagir en fait selon en fait les hormones. Et du coup, ça peut faire comme des saignements en fait dans des parties où t'es pas censé en avoir, ce qui crée de l'inflammation dans tout le corps et qui crée les douleurs et les symptômes en fonction aussi de la localisation. Voilà, tu veux. Tu vois, c'est compliqué Non à mais suivre. en vrai ouais, non mais surtout surtout ce que j'ai retenu donc quand on m'en parlait et tout, c'est que limite il n'y a pas vraiment de traitement en fait. C'est C'est plutôt ça. un genre de traitement, on va dire que tu vas peut-être mettre organique, enfin externe du coup pardon, et en fait c'est dans ta vie genre réduire ton stress, améliorer ton alimentation, Ouais. trouver en fait à quel moment genre en mode en fait genre en mode t'es foutu, tu vas avoir des douleurs et il faut accepter et limite genre améliorer on va dire ton quotidien pour que genre en mode enfin je te voyais souvent et tout dans les stories dire que voilà t'avais Ouais. certaines douleurs et tout à des moments de ta journée et genre tu Mm. pouvais rien y faire mais ça se voyait que maintenant genre en mode t'as accepté et que genre Ouais. en mode tu fais tout pour que ça se passe au mieux et C'est surtout ça. j'imagine que l'alimentation il joue beaucoup vu que on a enfin vous du coup les filles c'est par rapport aussi à l'intestin donc l'intestin Ouais. alimentation et j'imagine même pas et tout pour le reste et du coup
Là, on a fait l'endométriose. Ensuite, le SOPK. Après, moi, je suis externe, donc forcément, je le vois, je connais certains symptômes. Ouais. Mais si un peu, tu peux, on va dire, parler un Expliquer peu la de ça. différence un Ouais, petit ouais. peu. Ouais, Bah surtout, en il y fait, a une différence, ouais. ouais, en fait, le SOPK, donc l'endométriose, comme je disais, c'est vraiment du tissu en fait similaire à l'endomètre qui Hmm. est en dehors de l'utérus et qui crée de l'inflammation. Donc ça, c'est vraiment l'endométriose. On est plutôt sur une pathologie inflammatoire qui va réagir, oui, sous le fait des hormones, mais c'est une pathologie inflammatoire. Le SOPK, on est vraiment sur une pathologie qui est liée aux troubles hormonaux. En fait, c'est que on va avoir certaines femmes qui ont le SOPK, même la plupart, vont avoir un excès d'hormones androgènes, donc en fait d'hormones masculines, donc la testostérone par exemple. Hmm. Et en fait, tout ça, le fait d'avoir beaucoup d'hormones androgènes, ça va jouer sur la santé avec tous les symptômes du coup du SOPK que je vais dire par la suite, mais ça va créer du coup des troubles hormonaux. Donc logique par rapport à ça. Et ça va créer aussi en fonction de ça, en fait, ça va faire qu'on aura ce qu'on appelle les ovaires polykystiques. Donc en fait, on n'a pas des kystes sur les ovaires, attention, on a des microfollicules sur les ovaires. Donc sur les échographies, ça se voit bien. En général, on fait une échographie endovaginale qui permet de voir justement cet aspect d'ovaire polykystique. Et en fait, c'est comme si tu avais des petites des micro-kystes, des petits points en fait un peu partout sur tes ovaires. Et en fait, en fonction du nombre de follicules que tu as, au-dessus de 20-21, on t'est considéré comme justement t'as les ovaires polykystiques. Ovaire polykystique ne veut pas dire SOPK. Pour avoir le SOPK, associé à ça, il faut avoir, par exemple, les symptômes types du SOPK. Donc, c'est tout ce qui est relié en général à l'excès d'hormones androgènes. Donc, tu peux avoir, par exemple, la pilosité accrue, qui est très courant et qui peut être très vite complexant pour les femmes qui justement ont ce type de symptômes. T'as la prise de poids des fois qui est plus facile dans le sens où tu as des fois des femmes qui font de l'insulinorésistance par rapport à leur SOPK. Donc du coup ça favorise la prise de poids. Tu peux avoir l'alopécie, donc une perte de cheveux en fait à des endroits aussi que tu peux avoir. Après t'as des symptômes très particuliers, hein. Tu vas avoir les douleurs, tu vas avoir les dérèglements hormonaux qui peuvent jouer aussi par exemple sur l'acné. Donc l'acné tu en as souvent aussi par rapport au SOPK. Après t'as l'aspect des ovaires polykystiques et du coup ça c'est les symptômes vraiment principaux. Donc ça c'est vraiment les symptômes qui limite te donnent un peu des caractères masculins au lieu que t'es une femme, et en même temps ça joue sur le poids, et en fait c'est ça qui est dur avec le SOPK, et c'est pour ça que beaucoup de femmes vont même plus facilement consulter quand elles ont le SOPK que l'endométriose. C'est que le SOPK, il y a un côté esthétique que n'a pas l'endométriose. Et ça, c'est malheureux, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de femmes, dès que ça touche au physique, elles vont plus facilement consulter que quand elles ont des douleurs, parce qu'elles prennent sur elles, etc. Ouais, et c'est finalement, ça, ouais. que quand ça joue sur le poids, ça joue sur la pilosité, ça joue sur l'acné, ça joue sur ta perte de cheveux, tout de suite, tu te sens moins féminine, tu te sens déconnectée un petit peu de ton corps, et t'as qu'une envie, en fait, c'est d'aller voir quelqu'un pour te faire aider, parce que t'es pas bien dans ton corps, et que c'est visuel, en fait, c'est que tout le monde peut le voir. Ouais, clairement, parce que c'est vrai que l'endométriose, surtout quand t'es jeune et tout, tu fais tes premières fois, etc. Et tu te dis, non, mais c'est douloureux parce que genre en mode, Et c'est normal. je suis jeune et tout, genre j'ai pas l'habitude, des choses comme ça. Mais des fois, en fait, genre c'est vraiment que t'as quelque chose par rapport à ça et que genre en mode il faut que tu consultes. Et c'est vrai que le SOPK est totalement, on va dire, différent au niveau des conséquences, enfin, des syndromes et tout que tu vois à l'œil nu. Totalement. Et surtout qu'après, même en général, ça peut te faire quand même avoir des douleurs. Genre, le SOPK, il peut te faire avoir des douleurs limite équivalentes à l'endométriose au niveau Ouais, de moi, en l'utérus. fait, au début, c'est ça qui a été dur, c'est que quand j'ai eu mes premières grosses douleurs, moi, j'ai eu beaucoup de douleurs à l'ovulation, et beaucoup de femmes se reconnaîtront, mais elles le savent que les douleurs à l'ovulation, c'est pire que les douleurs de règles, hein, vraiment. Et pour le coup, en fait, moi, au début, je me suis dit, ok, mais c'est mes douleurs du SOPK, j'ai pas l'endométriose et tout, c'est normal et tout, c'est juste mon SOPK qui me fait des douleurs. Sauf qu'au bout d'un moment, quand tu commences à avoir des douleurs à l'épaule, que j'avais de plus en plus de troubles digestifs, que j'avais des douleurs à la hanche, j'étais en train de me spécialiser dans ce domaine-là, je savais que c'était pas le SOPK. Je savais qu'il y avait autre chose. Et justement, on n'a pas parlé des symptômes de l'endométriose, mais les symptômes de l'endométriose, ce qui est assez courant, tu vas avoir les douleurs qu'on appelle les douleurs de règles, hein, les règles douloureuses. Tu peux avoir des douleurs aussi en dehors des règles. Donc ça va dépendre un petit peu de chaque femme. De toute manière, chaque femme est unique et différente face à sa pathologie. Tu vas avoir aussi des douleurs lors des rapports sexuels. Tu peux avoir des douleurs à la défécation, quand tu urines. Tout ça, ces douleurs-là peuvent être présentes. Les troubles digestifs, ça, c'est un symptôme qui est très, très commun à beaucoup de femmes, même si elles n'ont pas des adhérences au niveau digestif. Elles peuvent avoir beaucoup de troubles digestifs, donc alternance diarrhée, constipation, ce genre de choses, par exemple. Et après,
Il peut y avoir des douleurs aussi, comme je le disais, articulaires ou nerveuses, donc ce qu'on appelle les douleurs neuropathiques. Moi, j'ai énormément de douleurs nerveuses dans le corps. Donc vraiment, ça c'est, moi je pense mon pire symptôme aujourd'hui Mm. avec les règles douloureuses, c'est des douleurs nerveuses. J'ai des douleurs nerveuses dans tout le corps. Mais vraiment, limite les troubles digestifs, aujourd'hui ça va beaucoup mieux. Mais les douleurs nerveuses, c'est constant et je fais beaucoup de sport. Et en fait, du coup, ça impacte énormément mon activité physique parce que dès que je me mets à courir, bah, la douleur à la hanche qui se déclenche, c'est horrible. Les douleurs aux épaules, les douleurs des fois aussi dans des parties du corps que tu te dis mais pourquoi en fait. Et ça, c'est un petit peu la partie pour moi la plus dure aujourd'hui. Ah ouais, ça, tu vois, je savais pas que ça pouvait te faire déclencher des douleurs articulaires autres que genre en bas et que ça pouvait être Ouais. clairement jusqu'aux épaules, quoi, parce que Bah, il y a la c'est quand douleur qui est même assez chaud, hein. connue. Souvent, on dit que les femmes qui ont des douleurs à l'épaule gauche, c'est des femmes qui ont l'endométriose. Et c'est un des symptômes, justement, où certaines femmes peuvent être un petit peu alertées. Bien sûr, il faut pas faire des généralités, hein. Oui, C'est oui, important oui. d'avoir un diagnostic. Mais c'est très courant que les douleurs à l'épaule gauche peuvent être dues à l'endométriose. J'ai une amie chez qui ça a été un des premiers symptômes qu'elle a eu, en plus des règles douloureuses. Et c'est vrai que des fois, en fait, on a un petit peu du mal à se faire diagnostiquer parce que déjà, quand on est sous pilule, ça camoufle, entre guillemets, la pathologie, surtout si on a une pilule continue, qui est parfois donnée quand on a de l'endométriose, justement, pour atténuer aussi les symptômes, parce que quand on a quand on a une pilule continue, du coup on n'a plus de règles et du coup on a moins l'influence des hormones qui va jouer sur toutes les autres adhérences et du coup on n'a plus l'influence en fait des hormones et du coup ça permet de mettre le corps au repos entre guillemets par rapport à ça. Donc c'est vrai que quand on est sous pilule on se rend pas compte et en fait c'est le jour où on arrête la pilule que des fois on a tout qui ressort d'un coup, tu vois, moi ça a été vraiment le cas. Après, moi, je suis pas de l'école à dire il faut prendre ou pas prendre la pilule. J'estime que c'est le choix personnel de la personne, déjà, de un. De deux, il y a des cas où c'est limite la seule solution pour mieux vivre. Parce que je suis désolée, mais des fois, on va dire oui, la pilule, c'est pas bon. Mais au bout d'un moment, quand tu souffres de douleur tout le temps, et moi, je trouve que j'ai encore de la chance, je suis pas la pire au niveau des cas d'endométriose, mais j'ai des patientes où je vois des amis autour de moi. Quand je dis Mm. qu'elles en souffrent, c'est que c'est horrible. Ça affecte toute leur vie. Ça affecte la qualité de vie en général. Elles peuvent plus rien faire, elles ont de la fatigue chronique tout le temps. Et en fait, c'est le seul moyen qu'elles arrivent à revivre un petit peu normalement. Donc je pense que quand on en arrive là, malgré une bonne alimentation, malgré toutes les choses mises en Mm. place, bah, parfois c'est la seule solution et c'est OK. Et après, la pilule, il faut faire des tests. Il y a des pilules qui conviennent mieux que d'autres. Il faut voir celle qui nous correspond aussi à nous. Il faut pas avoir peur d'aller voir sa gynéco et lui dire non, là, ça me correspond pas, je Mm. supporte pas, je suis pas bien mentalement avec celle-ci, j'ai pris du poids, je me sens irritable au possible. Et à ce moment-là, vous êtes censé discuter avec votre gynéco. Et si elle vous écoute pas, sincèrement, allez voir une autre gynéco. Même s'il faut que vous fassiez 10 000 rendez-vous, que vous preniez un train pour aller voir une gynéco spécialisée ailleurs. En région parisienne, il y en a plein, par exemple. Bah, faites-le. Parce qu'il faut mieux avoir un bon suivi, une bonne gynéco, quelqu'un qui nous écoute, qui est vraiment là pour nous accompagner, que de mal être suivi et se rendre compte 10-15 ans plus tard qu'en fait, c'est de pire en pire et qu'on est mal accompagné. Ouais, d'ailleurs, bah, vu que tu me parles de 10-15 ans plus tard, ça peut être quoi, genre, en mode, les potentielles conséquences, genre, de l'endométriose et du SOPK, genre, on va dire, à terme? Est-ce Ouais, que ça développe, je sais pas, genre, en mode des cancers? Parce que tu me parles de polykystiques, moi, ça me fait penser un peu à ça, genre, des kystes qui peuvent être cancérigènes. ouais. Enfin, des choses comme ça. Et aussi, genre, du coup, là, tu m'as dit que t'es pas de l'école à conseiller ou non la pilule. Mais la pilule, de ce que j'entends, ça a l'air de camoufler et des fois, bah, de clairement sauver la personne enfin, la fille, du coup, sur le coup de toutes ces douleurs et tout. Mais à un moment donné, si elle veut concevoir, est-ce Exactement. que il y a je m'y connais pas assez, mais je sais qu'il y a des pilules qui arrêtent les règles, il y a des pilules Ouais. hormonales, il y a les stérilés, etc. Mais là, qu'est-ce qu'on fait si on veut concevoir quand même? Il faut qu'on passe par des systèmes autres et tout pour essayer de Ouais. diminuer au maximum les symptômes que tu sais que dans tous les cas tu vas avoir parce que tu es très sensible à ça. Enfin, par rapport à ça, ouais, Ouais. ça Ouais, se non, passe c'est comment? Parce que c'est compliqué. vrai que... C'est très très compliqué. Bah, c'est un peu le choix en fait que beaucoup de femmes ont du mal à faire, c'est de se dire est-ce que je préfère reprendre la pilule et avoir les effets par exemple de la pilule, est-ce que je préfère mettre un stérilet, est-ce que je préfère avoir rien, etc. Ça c'est vraiment un peu le débat. Je pense qu'aujourd'hui il y a un peu partout Hmm. chez les femmes. Pour nous c'est très compliqué parce qu'en plus c'est souvent nous qui prenons la pilule. Enfin il y a pas de les hommes, il y a des trucs mais c'est très rare. Donc Ouais, c'est en plus souvent nous pour on sait même pas comment conseiller, nous, genre, voilà c'est prends le ça. stérilet et tout, il y en a Ouais malheureusement, ils veulent juste penser à leur pomme et c'est pas la solution, genre, exactement tu peux trouver un terrain d'entente qui convient aux deux et surtout qui convient à la femme parce que c'est elle la principale concernée. Toi, tu es exactement. Je concerné, suis peut-être d'accord. elle s'énerve sur toi, mais bon, à la rigueur, c'est pas grave. Mais ouais, mais clairement, ça, c'est vrai que je pourrais même pas dire, bon, après, je suis un homme, donc je pourrais encore moins dire en mode qu'est-ce qui est le mieux. Ça dépend énormément des profils. Exactement. Mais je Bah, c'est trouve ça que, ouais. qui
C'est ça qui est bien aussi de s'intéresser à cette pathologie. Et moi, j'avais fait un épisode justement spécial sur mon podcast par rapport à ça, où je parlais aux hommes en leur disant, en fait, qu'il fallait qu'eux aussi ils prennent en considération cette pathologie et qu'ils apprennent aussi ces pathologies, qu'ils comprennent aussi le cycle menstruel, parce que je sais qu'on entend souvent aussi cette phrase, c'est un peu une aparté que je veux faire, mais ah mais t'as tes règles, c'est normal que t'es irritable, mais c'est bon, t'es de mauvaise humeur, t'as tes règles, etc. Mais en fait, qu'on le dit sincèrement, les règles, ça joue sur notre humeur. On peut pas mentir, tu vois, C'est ça crée des hormonal. douleurs, c'est Nous, hormonal. tu nous enlèves notre testo, c'est pas envoyer des légumes, mais voilà. Voilà, et Ça du fait coup, ça partie de notre joue. énergie. Et ça, c'est un truc qu'on a un petit peu du mal. Et c'est comme, moi, je sais que ça a déjà été le cas et j'ai plein de copines autour de moi où c'est le cas aussi, où parfois il y a ce manque d'incompréhension, genre en mode, t'as mal pendant les rapports sexuels, bah, on ne prend pas en considération. T'as mal au ventre, tu peux pas aller t'entraîner, bah non, t'es une feignante, tu vois, ce genre de phrase. Mais en fait, ça, c'est des choses qui sont très dures pour une femme quand déjà elle vit sa pathologie. En plus, on lui fait comprendre ça. Tu vois, moi, je devais faire l'Irox qui a lieu ce week-end, normalement, à Ah, tu veux faire à Nice. Nice? Ah, Ouais, ok. Moi, je je vais devais faire, faire enfin, je Nice. vais pas le faire, mais je vais faire bénévole à celui de Marseille Ok, en bah moi décembre. je devais faire celui de Nice, mais du coup, tu vois, avec les douleurs d'endométriose, j'ai eu des grosses problématiques qui ont m'empêché de m'entraîner. Du coup, j'ai dû revendre ma place. Et ça, plein de personnes pourraient dire, ah, mais elle est nulle, genre elle abandonne, etc. Donc T'écoutes moi, ton c'est pas corps. mon caractère. J'écoute mon corps et j'en pouvais plus. Donc je suis pas quelqu'un qui abandonne. Et c'est pour ça que je trouve que c'est bien et c'est hyper intéressant que tu fasses aussi cet épisode pour aussi un petit peu, aborder ce sujet aussi et toucher des hommes et pas que des femmes en fait sur ce sujet-là qui pour moi est hyper important, hyper pertinent, que ce soit SOPK endométriose ou même juste le cycle menstruel en général chez une femme, tu vois. Où on devrait tous avoir une éducation parce qu'on parle des hommes, mais le nombre de femmes qui ne savent même pas comment leur cycle fonctionne, il y en a Hmm. plein. Tu vois, je le vois avec mes patientes. Moi, limite, c'est un cours que je donne à toutes mes patientes, c'est comment fonctionne ton cycle menstruel. Donc, j'explique l'ovulation, la phase folliculaire, la phase ovulatoire, mais parce que pour moi, c'est les bases, en fait. T'es censé savoir ça, surtout quand t'es une femme, et encore, même les hommes devraient le savoir aussi. Et je sais que c'est pas toujours facile d'éduquer là-dessus. Mais bref, je reviens au sujet, du coup, que tu me demandais. Donc, par rapport aux moyens de contraception, c'est vrai qu'il y a la pilule continue qui est beaucoup donnée, du coup, comme je l'expliquais, pour les femmes qui ont l'endométriose, parce que ça permet de justement mettre un petit peu le corps au repos, parce que là, il y a plus du tout, en fait, de période de règles sous l'influence des hormones, etc. Après, tu vas avoir le stérilet en cuivre. Le stérilet en cuivre, lui, ne contient pas du tout d'hormones. Donc, pour l'endométriose et tout, il va pas forcément soulager, tu vois, les douleurs. Il y a des femmes qui supportent pas la pose aussi du stérilet en cuivre, Ouais, etc. clairement, ouais. Genre, Donc, règles abondantes, enfin, t'as des ouais, symptômes qui reviennent, clairement, voire même c'est exactement. pire des fois, hein. Des fois, Ouais, c'est même pire. elles l'enlèvent parce que, bah, ça leur convient pas. Après, bon, Exactement. des fois, t'as pas envie de tester des choses quand même qui sont assez, c'est pas compliqué, mais genre, on touche quand même à l'appareil génital de la femme et tout, donc faut Ouais, pas non plus, il faut pas tout tester. ouais. Mais il faut quand même, pour moi, c'est comme tout dans la vie, il faut tester pas ce que tu aimes, mais ce que tu peux, du coup, là, dans ce cas-là, ce qui peut te convenir. Pas forcément ce que tu aimes, parce que t'as pas envie de te faire poser un stérilet. Aucune Oui, fille, je voilà. pense, n'a envie de se prendre ce rappel à 21h du soir, prendre la pilule. Ouais. Si on pouvait, voilà, on ferait autrement. C'est ça. Donc, après, c'est des choix personnels. C'est selon les Hmm. symptômes. C'est selon ce qu'on ressent. Moi, tu vois, à titre personnel, j'ai décidé de pas reprendre la pilule parce que j'ai eu une pilule qui m'a pas du tout convenu, où je suis devenue très très irritable, j'étais à fleur de peau tous les jours, j'avais des troubles digestifs très importants sous pilule, et aujourd'hui, je vais pas avoir un enfant tout de suite, mais tu vois, je me protège autrement. On a tous d'autres moyens aussi. Après, c'est des choix personnels à faire aussi. Hmm. Et aujourd'hui, je sais que moi, pour le coup, j'ai du mal à reprendre la pilule, mais si un jour mes symptômes sont beaucoup trop forts et ça m'handicape, je sais que je suis capable de me dire, ok, je reprendrai une pilule, mais par contre, j'essaie de reprendre une pilule qui me correspond. Donc, si je teste au bout de 3 mois, elle me correspond pas, je vais voir ma gynéco et je lui demande de changer aussi. Donc, c'est vraiment de prendre en considération par rapport à vous, par rapport aussi à vos choix. On parlait justement par rapport à la grossesse. Donc, c'est vrai que c'est quelque chose que moi, je pourrais encourager. Et de toute manière, les gynécos qui sont bien aussi peuvent l'encourager, c'est de se dire, ok, si la patiente elle a un désir d'avoir un enfant, c'est bien d'arrêter au moins quelques mois avant la pilule pour voir comment le corps réagit, comment les hormones réagissent, et même le SOPK et l'endométriose, enfin surtout le SOPK, pardon, quand tu veux le faire diagnostiquer, c'est un bilan hormonal. Mais si t'es sous pilule, ça va tromper le bilan Hmm. hormonal. Donc en fait, c'est limite faux de le faire sous pilule, il faudrait être sans pilule pour pouvoir justement avoir un bon bilan hormonal. Donc de toute manière, en général, une femme qui souhaite avoir un enfant, en général, 1 an avant ou quoi, elle décide d'arrêter la pilule par elle-même, hein, pour faire les essais bébés, voir tout ça, parce que des fois on pense que le côté stérilité c'est que de la femme, mais il y a aussi l'homme à prendre en considération. Moi j'ai une patiente, pendant des semaines et des semaines, elle pensait que c'était elle. Et en fait, quand ils sont allés faire les examens, c'était monsieur qui avait des soucis, tu vois. Et c'était pas du tout Ah, d'elle. ça, ouais. Donc c'est Ça, aussi ouais, même important moi, de voir les deux. ouais, même moi, bon, après, tu sais, des fois, une prise de sang, on me dit,
Moi, je suis au max de ma fertilité, mais ça ne veut strictement rien dire. Ouais. Et je sais qu'à un moment donné, je vais faire des tests limite. Je pense que ça devrait être peut-être à partir d'un certain âge moyen où tu procrées en général en France ou Ouais. dans les pays du monde, mais genre en mode d'avoir une prescription, juste en mode pour les hommes et du coup, bon, j'imagine pour les femmes, ça y est, ou du Oui. moins il faut que tu la demandes, de faire des tests, voilà, de fertilité. Ouais, bah, de toute Ce manière, qui, au bout d'un moment, quand t'as du mal à avoir des... Enfin, moi, je le vois avec les femmes que j'accompagne, hein, pour le coup, quand t'as du mal à avoir un enfant, si au bout de 1 an, t'as tout essayé et tout, et enfin, que t'essayes et qu'il y a rien, en général, les femmes commencent à aller faire des examens auprès de leur gynéco. Les gynécos vont les envoyer faire des examens particuliers par rapport à ça, pour tester et tout, que ce soit des deux côtés. Et là, s'il y a une problématique du côté de la femme ou du côté même de l'homme, parfois, c'est là qu'on va engager un parcours de PMA, justement, comme on le disait, avec une FIV, parce que, bah, des fois, c'est difficile de concevoir sans, et c'est ok, tu vois. Et il y a même des femmes où c'est un peu plus particulier et je m'y connais pas à 200%, donc je veux pas non plus dire de bêtises, mais il y a des femmes qui ont des réserves ovariennes qui sont plus faibles en fait que d'autres et qui font que souvent c'est là qu'on va avoir la congélation des ovocytes, ce qu'on entend de plus en plus, pour préserver justement en fait ce peu de réserve ovarienne qui est là, parce que au fur et à mesure des années en fait elle diminue, d'où le fait que pour une femme c'est plus dangereux aussi d'avoir un enfant un petit peu plus tard et qu'il y a moins de choses aussi dans tomber enceinte plus tard pour une femme que les hommes. Vous, c'est toute votre vie, mais nous à l'approche de la ménopause, c'est beaucoup plus à risque et beaucoup plus difficile d'avoir un enfant. Donc c'est vrai que aujourd'hui il y a aussi ce côté-là où les femmes vont avoir des enfants de plus en plus tard, et du coup ça arrive que des fois, au-delà des pathologies type SOPK ou endométriose, c'est juste qu'aussi maintenant il y a moins de femmes qui tombent enceintes à 22 et 23 ans. Aujourd'hui, on conçoit plus un enfant vers 30 ans, mais ça arrive qu'il y a des femmes à cet âge-là qui ont une réserve ovarienne qui est beaucoup plus basse aussi. ouais, clairement. Et en vrai, pour moi, c'est, du coup, tu me parlais de congeler les ovocytes. Pour moi, c'est pareil pour les spermatozoïdes au niveau des hommes. Genre, voilà, tu vois, je suis d'avis que les téléphones, enfin, le téléphone au niveau des ondes, nous, les gars, on l'a toujours dans la poche. J'en suis sûr, c'est une merde. J'en suis sûr et Ouais. certain. Et du coup, genre, en mode, je serais d'avis, tu vois, je sais pas, d'ici 1 an ou 2, genre à mes 25 ans, me dire, bah, attends, je vais aller faire un test au niveau de ma fertilité. Genre, je suis très bien. Si je peux me le permettre, je sais pas comment ça se passe au niveau de ce parcours-là, et c'est dommage qu'on soit pas éduqué, bah, quand t'es au collège ou au lycée par rapport à ça. Mais ça me dérangerait pas, moi, à titre personnel, d'aller congeler, genre, en mode mes spermatozoïdes, si je veux être sûr plus tard d'avoir un enfant et d'avoir un moyen de le faire, même si c'est pas naturel sur le coup, mais de me dire, genre, Ouais. en mode, j'ai pris l'initiative de le faire avant. Pareil, du coup, pour les femmes, j'imagine, c'est un peu le même principe. Et au moins, genre, tu t'assures quand même quelque chose, même si tu veux pas plus tard, ils sont congelés, c'est pas grave, tu vois, Ouais. c'est plus dans ta tête. Bah, je t'avoue que j'ai un doute sur un truc. Ce serait un bon truc à se renseigner, mais j'ai un doute que s'il n'y a pas une raison de fertilité ou de Ok. problématique, que t'es pas remboursé par la Sécu ou quoi. Tu vois, je pense que pour avoir les remboursements ou les prises en charge ou le droit de faire ça, je pense qu'il doit y avoir aussi des raisons derrière. Enfin, je n'ai pas du tout le détail et j'en sais Oui, rien. je Je dis pense qu'il ça. il y a un truc en mode du style, t'as un taux de testostérone ou de fertilité qui descend à vue d'œil au fur et à mesure des années. Là, je pense qu'il y a un truc en mode ben, préservation, donc Ouais. t'es remboursé. Mais moi, je te le dis, je crois que même si moi à un moment donné, genre j'ai des doutes et tout et sur le fait que voilà, on a les ondes, etc. et tout, que ça peut jouer sur nous les gars. Moi, ça me dérangera pas de payer tout si je suis sûr d'avoir Ouais. des enfants, tu vois, genre payer, je sais pas combien Bah, c'est par an, mais c'est un peu pour tout, tu vois. Bah c'est vrai que ça c'est un truc qu'on a un peu du mal en France parce qu'on a tout qui est remboursé, donc on a du mal à se Ouais. dire allez je paye pour ma santé. Mais tu vois, moi par exemple, bah pour raconter un petit peu plus cette partie-là aussi de mon histoire, moi mon syndrome des ovaires polykystiques c'était la chose la plus compliquée à me faire diagnostiquer. Quand j'ai arrêté la pilule, j'ai pris du poids assez facilement et pourtant j'avais une très très bonne alimentation, je continue à avoir une très très bonne hygiène de vie. J'ai commencé à avoir de la fatigue chronique, des douleurs et je retrouvais pas mon cycle menstruel. Donc au départ on dit que quand on arrête la pilule pendant 3 à 6 mois, ça peut être normal, que t'aies pas forcément un cycle, le temps que ton corps, tu vois, revienne un petit peu naturellement. Moi, il y avait rien qui revenait, rien qui montrait des signes non plus d'ovulation ou quoi. Donc, au bout d'un moment, je me suis dit, ok, il y a quelque chose de pas normal. Et en fait, aucune gynéco ne me croyait. Donc à Paris, j'en ai fait plein. À l'époque, j'étais en région parisienne. J'ai dû en faire 3, 4. Et Hmm. aucune ne me croyait ou me disait c'est parce que vous faites trop de sport, donc faites trop de sport, c'est pas bon, ça fait que vous n'avez pas assez du coup d'énergie pour avoir vos règles, etc. J'étais diététicienne, je savais que je mangeais assez, je connaissais mes Ouais, besoins, tu consommais du fer, etc. Enfin, c'est pas voilà. les choses, voilà, quoi. Donc j'avais tous les micronutriments, je faisais les choses comme il fallait. Donc au bout d'un moment, je veux bien que le sport et l'alimentation, ça joue sur les règles. Et ça, c'est tout à fait OK. Quand t'es anorexique, tu le vois, Hmm. tu peux être en aménorrhée par le manque d'apport parce que le fonctionnement, en fait, justement, reproducteur, il passe en second parce qu'il va privilégier le corps, l'énergie pour faire fonctionner les organes vitaux, donc la digestion, tout ça. Donc c'est vrai que les règles, ça passe en second plan, entre guillemets. Mais sauf que moi, à l'époque, je savais que c'était pas normal, tu vois. Et il y a qu'une gynéco sur Paris, une très très bonne gynéco, que j'avais vue par rapport à une autre problématique, justement, au niveau
de gynécologique. Et en fait, elle m'avait redirigée vers sa collègue qui était spécialisée en endométriose, justement, et dans le syndrome des ovaires polykystiques, qui, elle, a pris le temps de me faire les bons examens, m'a fait faire l'échographie et tout, et qui a conclu, justement, que j'avais le SOPK avec la prise de sang qui montrait, du coup, les problématiques, ainsi que, du coup, l'échographie. Et à ce moment-là, elle m'avait cru. Sauf que moi, avant de faire ce rendez-vous avec la gynéco, j'en avais tellement marre que j'étais allée faire ma propre prise de sang, parce que je m'étais renseignée et tout. J'étais allée faire ma propre prise de sang en laboratoire. Mais au début de laboratoire, ils m'ont regardé en mode mais non, on vous le fait pas. Et j'ai dit mais vous êtes obligé si je paye, je veux pas être remboursée, mais si je paye, vous êtes En obligé. plus, ça coûte je sais pas combien, mais entre 30 et 50 euros, hein, je pense, quand c'est pas Bah ça remboursé. m'avait coûté quasiment 200 € la prise de sang, tu vois. Ouais, j'avais Ah payé oui, 100 quelque chose, t'en tu vois. avais marre, là. Ouais, T'en en avais fait, j'en vraiment avais marre, ouais. marre. Je veux bien te croire. Et en fait, j'en avais marre parce que en tant que femme, on se rend pas compte. Mais le jour où t'as plus tes règles, bah moi, je me sentais hyper déconnectée de mon corps. Genre, j'étais en mode, c'est pas normal. Enfin, j'étais vraiment pas bien C'est dans plus mon corps à ce naturel, moment-là. c'est plus dans Ouais, dans le côté naturel et tout de la femme d'avoir c'est ses règles, tu ça. vois, genre. Puis à l'époque, j'étais encore moins spécialisée qu'aujourd'hui, je connaissais encore moins le côté reproducteur et tout, et du coup dans ma tête tout de suite quand j'avais pas mes règles, je me disais ça y est, c'est foutu, j'aurai jamais d'enfant. Enfin, tu sais, j'ai commencé à avoir beaucoup de stress, tu sais, je prenais un peu des informations partout sur les réseaux, et finalement tu te crées du stress. Tu vois, quand il y a trop d'infos, bah on le sait, ça génère du stress, et moi je sais que j'étais vraiment mal par rapport à ça. J'avais vraiment peur. En plus, je venais de me séparer de mon ancien conjoint, donc c'est vrai que je me sentais un peu seule, un peu perdue. Personne ne me comprenait. J'avais aucune copine autour de moi qui était atteinte de ces pathologies, donc je me sentais vraiment très seule. Et du coup, je sais qu'à ce moment-là, ma mère m'avait accompagnée. On avait fait la prise de sang et tout, les examens. J'avais payé de ma poche. Et quelques mois plus tard, j'avais vu la gynéco qui, elle, m'avait quand même refait faire une prise de sang pour le coup. Mais là, elle avait conclu, tu vois, de tout le diagnostic. Et c'est elle qui m'a dit que tu as le syndrome des ovaires polykystiques. À l'heure d'aujourd'hui, je sais que j'ai moins de symptômes du SOPK parce que mon endométriose, elle prend vachement le dessus sur tout le reste. Enfin, j'ai beaucoup plus de symptômes de l'endométriose aujourd'hui que du SOPK. Ok. Et du coup, j'imagine que l'alimentation y joue pas mal. Est-ce que genre en mode le Ouais. fait d'avoir vraiment compris quel aliment tu pouvais manger, enfin que tu devais manger tout en ayant du plaisir avec, et des aliments que tu valait mieux que t'arrêtes de manger, enfin ça s'est passé comment au niveau de ça, genre Yes. j'imagine que t'as fait quand même pas mal de recherches. Ouais. Et j'imagine du coup après que c'est un peu ce que tu proposes là, on va dire dans ton accompagnement diététique. Enfin, c'est sûrement basé sur ça, je Exactement. pense que. Bah pour le coup, c'est vrai que aujourd'hui, comme tu l'as très bien dit aussi tout à l'heure, il n'y a pas de traitement en soi pour l'endométriose et le syndrome des ovaires polykystiques, et encore moins pour le SOPK. Et c'est vrai que c'est des pathologies qui sont très récentes. Il n'y a pas encore ce côté hyper, des recherches, il y en a, mais c'est encore très récent. Hmm. Donc il n'y a pas beaucoup de moyens non plus qui sont mis en place, même si ça se développe de plus en plus et qu'il y a de plus en plus de moyens. Je ne dis pas le contraire. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il n'y a pas grand chose à faire à part, prendre soin de son hygiène de vie. Ça passe par l'alimentation, le sport, même tout ce qui est côté émotionnel, hein, la gestion du stress et tout, c'est très très important dans ce type de pathologie. Au niveau de l'alimentation, on a vraiment deux parties différentes. En fait, le SOPK, ce qu'on va faire vraiment attention, c'est le côté glycémie, hein, par rapport à l'insulinorésistance, surtout si une insulinorésistance est vraiment prouvée au travers de la prise de sang. Après, le côté d'avoir assez de lipides dans son alimentation, d'avoir aussi ce côté un petit peu anti-inflammatoire malgré tout. Et après, ça va être symptôme par symptôme. Il y a aussi des compléments alimentaires qui vont aider. Par exemple, quand tu as beaucoup d'hormones androgènes ou quoi, et que notamment tu as de la pilosité accrue, tu peux avoir des compléments qui vont aider. Pour l'acné, pareil, il y a des choses qui vont aider aussi. Donc vraiment, ça va être de miser sur ce côté, j'équilibre mon alimentation par rapport à ma glycémie, j'équilibre par rapport aussi aux hormones en général, donc d'avoir assez de lipides, ce qui est souvent négligé chez les femmes. On va pas se mentir, il y a beaucoup de femmes qui consomment finalement très peu de lipides parce que elles diabolisent ça en se disant matière grasse égale prise de poids, tu vois. Donc c'est vrai qu'il y a ce côté-là où finalement beaucoup de femmes vont retirer cette catégorie d'aliments, qu'au contraire elles devraient l'augmenter pour aussi avoir les bénéfices sur leur santé, notamment par rapport à leur système hormonal. Ouais, et surtout, juste, c'est un peu un truc que j'avais regardé, c'était, à ce qui peut, ça aide pas mal les oméga 3, parce que du coup, Ouais. c'est des graisses de poisson, des graisses, entre guillemets, naturelles, et du coup, c'est ce que quand j'ai fait mes recherches, c'est surtout ce que j'ai vu, qui revenait au niveau des compléments alimentaires. Ouais. C'est vrai que Les oméga 3. après, les compléments alimentaires, c'est très spécifique à chaque patient. Moi, en fonction, tu vois, des symptômes et tout. Toutes les femmes, vraiment, SOPK ont des symptômes très différents aussi. Tu vois, c'est vraiment du cas par cas. Et après, il faut faire attention parce que quand tu dis le nom de certains compléments, les gens, ça y est, vont commander sans faire un suivi ou un accompagnement derrière. On prend pas des compléments au hasard. On se auto-complémente pas tout seul, justement. Ça veut rien dire, mais c'est pas grave. Non, mais clairement, oui. Ouais, en gros, tu prends pas des compléments tout seul. Il faut quand même avoir un suivi, être sûr derrière de ce que tu fais par rapport à tes symptômes. Et ça, c'est très, très important de faire attention à ça. Et déjà, moi, j'estime que dans un premier temps, même si les compléments sont très importants dans ce type de pathologie, c'est important de équilibrer son alimentation. C'est d'abord, je vais
bien changer mes habitudes alimentaires par rapport à déjà ce que j'ai. En général, moi, j'ai beaucoup de femmes, des patientes qui viennent me voir, qui n'ont pas forcément déjà une bonne hygiène de vie à la base, même pour être en bonne santé, tu vois ce que je veux dire? Donc déjà, on Mhm. équilibre par rapport à la santé, ensuite, on vient optimiser par rapport à la pathologie, et ensuite, on vient ajouter les compléments alimentaires, et on peut voir aussi en globalité le reste de l'hygiène de vie. Est-ce qu'elle fait du sport ou non? Est-ce que c'est quelqu'un qui est ultra stressé au quotidien? Le Et analyser sommeil. un petit peu ce genre de choses, le sommeil, qui pour moi ont un impact aussi sur ces pathologies. Après, il faut faire attention. Aujourd'hui, sur les réseaux, on entend de tout. Il faut prendre tout avec des pincettes. Par exemple, dans le SOPK, on entend oui, mais attention, le lactose, le gluten, etc., comme dans l'endométriose. Non, c'est vraiment, il faut faire attention. Tout est une histoire de quantité. Le gluten et le lactose ne sont pas forcément inflammatoires. Ça va dépendre de votre tolérance. Ça va dépendre aussi de votre quantité que vous consommez, de votre réaction à vous. Et ça, c'est hyper important parce que malheureusement, aujourd'hui, je trouve qu'on entend trop de choses et en fait, on perd les gens. Et du coup, à la fin, au lieu d'en fait de mettre des choses en place, qu'est-ce qu'ils font? Ils abandonnent. Ils se disent, OK, il y a Mhm. trop d'informations, j'arrive pas à gérer, je comprends pas ce qu'il faut mettre en place, et bah tu sais quoi, en fait, je laisse tomber ma pathologie, je vais continuer ce que je fais, et si j'ai des symptômes, bah tant pis pour moi. Il y a plein de femmes qui pensent comme ça. On le pense pas, mais il y en a plein. Et en fait, je trouve qu'il faudrait déjà mettre un équilibre en place et y aller progressivement au rythme de la personne, surtout qu'en général, bah, ça arrive que les femmes, elles ont les enfants à s'occuper, d'autres choses à gérer aussi, le travail, tout ça. Et du coup, c'est dur des fois de se dire, allez, je change mes habitudes, je prends en charge ma pathologie. Il y a les rendez-vous médicaux aussi gynécologiques, les rendez-vous chez l'endocrino. Il peut y avoir, en fonction si c'est un parcours de PMA, plein de rendez-vous avec les prises de sang, etc. Et au final, la femme, elle se retrouve épuisée. Donc vraiment, la base, c'est déjà équilibrer votre alimentation déjà de base, votre hygiène de vie. Ensuite, essayez de vous faire accompagner. Vraiment pour ces pathologies, pour moi, un accompagnement, c'est limite indispensable, tu vois, de voir quelqu'un pour avoir un bon suivi, surtout quand on a du mal à équilibrer notre alimentation. Et après, avec cette personne-là, vous allez mettre des petites choses en place, mais il faut pas aller dans les extrêmes, quoi qu'il arrive. Si vous entendez demain quelqu'un sur les réseaux ou vous vous faites accompagner par quelqu'un qui vous dit tu ne dois pas manger ça, surtout tu ne consommes pas tel aliment, ça c'est interdit, ça alors là t'en prends tous les jours parce que c'est méga bon, Mhm. etc. Faut prendre un petit peu du recul. Quand quelqu'un va dans les extrêmes, c'est jamais bon. Il faut quand même prendre du recul. Il n'y a pas d'aliments interdits. C'est une histoire de quantité, de fréquence, comme dans une perte de poids, une pathologie, c'est la même chose. Pour moi, j'aimais dire qu'en soi, le poison, c'est jamais un poison, ça dépend de sa quantité. Et Exactement. du Bah, coup, surtout dans l'alimentation. l'alimentation, le sport, je l'ai vu dans ton post un peu où tu te présentais, c'est que tu avais une alimentation excessive envers toi-même et du coup le sport c'était excessif et du coup les deux Mhm. ça a créé un début d'anorexie, des Ouais. choses comme ça et en fait du coup après tu n'apprécies plus manger, tu n'apprécies plus ton quotidien parce que quand enfin comme nous enfin moi l'alimentation c'est quelque chose de très important et tout genre je suis obligé de d'aimer ce que je bouffe. Ouais. Pareil pour le sport, si j'aime pas ce que je fais comme sport, franchement, ça va me C'est taper sur le ça. système et autant pour le côté performance physique que bien-être mental. Bah, c'est Donc, ça. ouais. Donc, il faut vraiment arriver à juste déjà équilibrer par rapport à soi, prendre du plaisir dans ce qu'on fait. Et moi, aujourd'hui, j'ai de l'endométriose, j'ai le SOPK et ça ne m'empêche pas de me faire plaisir, ça m'empêche Mm. pas d'aller au restaurant, ça m'empêche pas de consommer des aliments aussi qui sont dits inflammatoires par certaines personnes, tu vois. Ouais, ou riche en acides gras, riche Voilà, en gras tout court. Genre, exactement. par exemple, en vrai, au niveau des aliments, genre, grosso modo, il y a quand même peut-être des choses qu'on Ouais, déconseille, grosso modo, pour limiter de manière générale. Je pense qu'il y a des aliments qui ouais. reviennent et tout. Pour toi, déjà, ce serait un peu quoi? On va dire que la majorité du temps, tu évites de conseiller à tes patientes. Ok, bah, je vais prendre chaque pathologie parce que c'est un Ouais, peu ouais. différent, donc au moins on Ouais, sera j'imagine. bien là-dessus. En gros, le SOPK, donc ce qu'on a dit, c'est qu'on fait attention un peu à la glycémie. Donc moi, je suis pas Mhm. de l'école à dire attention aux index glycémiques, on parle plutôt de charge glycémique du repas en lui-même. Donc est-ce que le repas, il est composé bien de féculents, de protéines, de lipides, de fibres? Si un repas est composé de tout ça, la glycémie, ce sera totalement ok. C'est si tu prends par exemple juste, je sais pas, un produit sucré tout seul, là tu vas avoir les pics de glycémie, mais si tu rajoutes des protéines, des fibres, etc. autour de ton alimentation, la charge glycémique de ton repas est ok. Donc ça, c'est déjà bien. Donc moi, déjà, ce que je conseillerais, c'est d'avoir toujours des repas complets, ce qui finalement revient à Mhm. l'équilibre alimentaire. Donc pas avoir des prises isolées de sucre, comme on le dit, vraiment avoir un repas complet, protéines, etc. Comme tout le monde peut le faire. Dans le cas du SOPK, après, on va essayer d'enrichir quand même l'alimentation en fibres. Donc par exemple, les produits complets et tout, ça peut être intéressant. Les légumineuses aussi, qui sont plutôt riches en fibres, etc. Donc juste avoir au niveau de la digestion, qui parfois peut être plus dur avec les légumineuses, mais vraiment augmenter son quota de fibres, c'est assez important. Bien évidemment, limiter les aliments ultra transformés. Donc, j'ai bien ultra transformés, pas transformés, parce que il y a des aliments qui sont transformés, c'est normaux, enfin Mhm. normal.
Donc vraiment l'ultra transformé, essayer de faire davantage de cuisiner maison, tu vois, par rapport à ça. Augmenter sa consommation de lipides, donc ça un petit peu comme dans l'endométriose, notamment les oméga 3 qu'on peut retrouver dans les poissons gras, saumon, maquereau, sardines, ou aussi bien, par exemple, dans les produits végétaux, comme par exemple les huiles végétales, l'huile de colza, l'huile de lin, qui en contiennent aussi pas mal, les graines de chia, graines de lin aussi, qu'on peut ajouter dans nos assiettes, saupoudrer, par exemple, dans nos salades ou quoi. Ça, c'est des aliments qui sont bénéfiques parce qu'ils sont riches en oméga 3. Donc ça va être intéressant. Donc, augmenter les oméga 3, de jouer sur un équilibre alimentaire de base, pour justement avoir aussi un bon équilibre global. Le sport aussi dans le cas du SOPK est très important, notamment quand on fait de l'insulinorésistance. On sait que l'activité physique aide à améliorer la sensibilité à l'insuline. Donc c'est assez intéressant justement de caler aussi du sport quotidiennement et de faire de l'activité physique, qui est parfois finalement le facteur le moins équilibré finalement chez les patientes. Moi, j'ai des patientes qui mangent très bien, mais qui sont finalement très sédentaires, qui marchent très peu dans leur quotidien, qui bougent très peu, qui ont un métier de bureau et qui font très peu d'activité physique. Et à ce moment-là, moi, je les encourage énormément à marcher plus avec des petits challenges, des petits défis et tout pour aussi, tu vois, les aider à bouger davantage. Et après, il y a les compléments alimentaires. Limiter après tout ce qui est l'excès de sucre ajouté, mais toujours dans les recommandations, tu vois, données. Donc, c'est pas non plus tout diabolisé. Donc ça, c'est vraiment ce que je dirais pour le SOPK. Vraiment, ça va être d'avoir des bons lipides, avoir des bons oméga 3, faire attention quand même à sa glycémie, mais sans aller dans les extrêmes. Prendre en compte aussi d'avoir toujours ses repas équilibrés. On parle par exemple du petit déjeuner salé. C'est souvent sur les réseaux, t'entends manger petit déjeuner salé, c'est mieux, etc. Ça dépend. Demain, tu fais un petit déjeuner sucré qui est riche en protéines. Même dans le cas d'un SOPK, ce sera très bien. Tu te fais un petit bol, je sais pas, fromage blanc, du muesli même que t'as fait maison ou sans sucre ajouté. Tu te rajoutes des noix, des amandes pour avoir le côté oléagineux. Tu viens t'ajouter un fruit riche en fibres. Ton assiette, elle est complète. Il y a des protéines, il y a des lipides, il y a des fibres. C'est aussi bien qu'un petit déjeuner salé où t'aurais fait pain, fromage frais, avocat, œufs. Tu vois ce que je veux dire? Donc ça, les deux petits déjeuners sont OK tant qu'en fait, il y a toutes ces catégories alimentaires. Et c'est vraiment ça qu'on met en avant dans le SOPK, c'est de ne pas négliger une catégorie d'aliments dans son repas. D'essayer d'avoir toujours fibres, protéines, lipides et glucides. De pas diaboliser un aliment, de pas l'enlever. Donc ça, c'est vraiment finalement, tu vois, l'équilibre de base qu'on devrait tous avoir, mais que beaucoup n'ont pas forcément. Et à côté de ça, on va venir amplifier par les compléments alimentaires dans le cas justement du SOPK. Dans l'endométriose, comme on est sur une pathologie inflammatoire, on va beaucoup miser justement sur le côté oméga 3 comme on le disait. Donc ça, c'est vraiment d'augmenter justement la consommation des poissons gras ou des huiles végétales comme on l'a vu par la suite, qui va être vraiment bénéfique. Après, dans le cas de l'endométriose, il y a la partie digestive à prendre en compte. Donc là, c'est de voir selon ses tolérances digestives. Il y a beaucoup de femmes qui ont l'endométriose, qui ont ce qu'on appelle le syndrome de l'intestin irritable, donc le SII, comme on le voit souvent sur les réseaux. Et en gros, le syndrome de l'intestin irritable, par exemple, il y a des particularités. Et là, c'est vraiment du cas par cas. C'est voir selon vos tolérances digestives, voir les aliments qui chez vous sont OK ou pas OK. On parle souvent du régime FODMAPs. Je sais pas si tu connais un petit peu ce nom-là. C'est quoi? En gros, c'est qu'il y a certains, donc c'est les fructo-oligodisaccharides and polyols. C'est des sucres en fait qui vont parfois chez certaines personnes être moins bien digérés parce qu'ils vont davantage fermenter, etc. au niveau de l'intestin. Et il y a des personnes pour qui la sensibilité digestive est plus accrue par rapport à des intolérances, des problématiques comme l'endométriose ou quoi. Et ça fait qu'ils vont moins bien digérer ce type justement d'aliments. Et du coup, il y a ce qu'on appelle le régime FODMAPs qui est assez particulier, qui demande un protocole, mais qui fait que justement, on peut limiter cette catégorie d'aliments pour les réintroduire aussi par la suite selon la tolérance de la personne et l'aider au niveau de ses troubles digestifs. Et ça, typiquement, dans le cas d'endométriose, moi, les deux piliers, c'est qu'on va faire attention à la digestion, voir d'où viennent les problématiques digestives, quel aliment la personne tolère ou non, voir à quel moment se déclenchent ces symptômes aussi, enfin vraiment analyser le système digestif. Deuxième chose, l'alimentation anti-inflammatoire, donc riche en oméga 3. Et je tiens à le souligner, une alimentation anti-inflammatoire, c'est ni plus ni moins une alimentation équilibrée. Et c'est ça, en fait, que j'aime pas sur les réseaux aujourd'hui, c'est qu'on complexifie tout. On dirait que tout est hyper dur, que finalement, tu vois, tout ce que je t'explique par la suite, ce que je t'explique depuis tout à l'heure, c'est finalement une alimentation équilibrée. Non mais totalement, c'est comme si c'est bon, je l'ai. C'est comme tout simplement l'inflammation peut être aussi due à un mauvais équilibre acido-basique entre une consommation excessive de viande, même si c'est plus pour nous les hommes, et une consommation genre limitée en légumes, et en fait t'as pas cet équilibre acido-basique où le pH on va dire doit être à 7, et je crois que 14 c'est quand tu manges trop de viande, etc. Donc acido-basique, mais je crois que c'est le côté basique, et acide c'est quand t'es à moins de 7, et du coup j'imagine que quand t'es en dessous des 7,
Tu prends un peu tarif au niveau, j'imagine un peu des deux d'ailleurs, mais tu prends beaucoup plus tarif au niveau de l'inflammation et du coup en fait ça te fait des inflammations digestives. Et puis mais moi je le ressens. J'ai une inflammation digestive, tu vois. Si je consomme dans tout l'été, je consomme énormément de poivrons ou des tomates, c'est de la Ouais, peau. Pourtant, c'est des bons légumes, j'adore ça, mais des fois, c'est la peau qui est mal digérée. Et oui, même si c'est un équilibre correct et tout au niveau de l'alimentation, ben, peut-être que je peux remplacer ça par, je sais pas, de la courgette ou de l'aubergine. exactement. Et voilà, encore une fois, ben, malheureusement, il y a aussi, entre guillemets, façon de parler, une part de chance un peu dans tout ça. Il y en a, ils vont avoir, parce que j'en ai entendu parler dans un podcast et tout que j'ai écouté hier, c'est à un moment donné, il faut pas chaque comprendre, genre, tu peux avoir la chance sur certains trucs et d'autres sur moins. Ouais. Et en fait, il faut adapter si tu veux vivre dans de bonnes conditions. Tu peux faire comme les autres qui ont pas du tout les mêmes soucis que toi, que ce soit physique, intérieur, mental ou psychologique ou que ce soit. Juste après, tu vas avoir certaines conséquences que tu n'aimerais pas si tu prenais un peu sur toi sur certaines choses, on va dire. Et du coup, que tu Bah, c'est habitues ton ça. quotidien pour que ça passe. Mais finalement, ça résume un petit peu à ce que je disais, c'est du cas par cas. Tu vois, ça va dépendre de Oui, toi, oui, tes propres clairement. tolérances, tes propres choses. Parce que pareil, l'endométriose, on pourrait parler du fer aussi. Le fait d'avoir des règles abondantes, ça fait que tu peux avoir des carences en fer qui sont enfin, souvent le cas chez les femmes. Tu vois, moi, j'ai eu une carence en fer, j'étais à 4 de fer, ce qui est quand même très, très, très bas. La norme, c'est que t'es carencé à Ouais. partir de 15 ans. Donc, Ok, 4, putain. tu vois, j'étais vraiment, genre à la limite des limites. Et le truc, c'est que c'est du cas par cas. Il y a des femmes qui ont de l'endométriose qui ont pas du tout de problématique de fer, mais pour d'autres, oui. Donc moi, dans mon cas, j'ai dû me complémenter, j'ai dû adapter mon alimentation par rapport à ça. Donc après, l'endométriose, ça va aussi dépendre, comme pour le SOPK, des symptômes de la patiente qu'on a en face de nous, tu vois. Et c'est là que, en fait, ce qui est compliqué d'expliquer sur les réseaux, c'est que sur les réseaux, comme on a du contenu, on est obligé de généraliser les informations. Donc en fait, on voit un petit peu tout. Mais toutes les informations sont bonnes ou non à prendre parce que après, il va falloir l'adapter à vous, votre quotidien. On est tous différents, on a tous une réaction différente. Ce qui est bon pour certains, le poivron et les tomates, ça va être excellent pour des personnes. Chez toi, c'est compliqué. Et en Mhm. fait, c'est ça qu'il faut apprendre aujourd'hui. Et c'est là que l'éducation nutritionnelle, comme l'éducation au niveau du cycle menstruel, de plein de choses, pour moi, est nécessaire chez n'importe qui, même qui n'est pas dans ce domaine-là. Plus tu seras renseigné sur ce que tu fais, plus tu sauras aussi l'adapter finalement à toi. Tu vois ce que je veux dire? Donc Ouais, et je trouve l'endométriose, qu'il y a d'autres sujets tout court. Genre les gens, des fois, j'ai l'impression ils veulent pas savoir les choses. En fait, ils veulent, tu sais, ouais, limite ils se mentent à eux-mêmes, genre en mode ouais, je préfère pas savoir, sinon ça va changer complètement ma perception et tout des choses. Et bon, certes, ouais. c'est vrai, ça va avoir des conséquences, mais à quel prix de ne rien savoir et qu'un jour ça tombe dessus. Voilà, tu vois, moi il y a des trucs. Mon ancienne copine, elle m'a énormément sensibilisé. Je suis en mode ah d'accord. Et du coup, genre, en mode, j'ai grave pris en Ouais. compte ça, tu vois. Et elle était pas là parce que bah, elle a eu des problèmes genre côté féminin, mais que ça me dérange pas d'apprendre des choses au niveau masculin. Bah, j'aurais pas su ça comme ça, tu vois. Il faut que ça Oui. vienne d'une fille genre en mode avec qui j'étais et non pas, je dirais pas l'éducation nationale. Et encore aussi, tu fais des cours d'éducation sexuelle. Je pense que maintenant, l'éducation sexuelle à l'âge où on te fait les premiers cours, c'est limite, c'est pas déjà trop tard, mais presque. Alors que je pense qu'il faudrait que tu fasses Ouais. un peu de tout qui pourrait après induire sur avoir une meilleure éducation sexuelle parce que tu as une meilleure éducation sur la femme, une meilleure éducation sur l'homme. Totalement. Pour le coup, je pense que c'est ça, hein. Il faudrait avoir une meilleure éducation tout le temps. Et d'un côté, tu vois, c'est trop tard, mais d'un côté, des fois, quand t'es adolescent et qu'on le fait à cet âge-là, il y en a certains, ils s'en fichent. Enfin, c'est un âge où certains sont un petit peu ailleurs de tout ça. Et c'est limite quand t'as 20, 25 ans que des fois, bah, t'as ta Mm. conjointe ou la personne avec qui tu partages ta vie qui a aussi des problématiques. Et là, tu commences à t'intéresser. Donc, c'est vrai que ce serait quelque chose qu'on devrait faire même de nous-mêmes. Tu vois, c'est un peu comme l'éducation financière. Bah, c'est la même chose. C'est bien de s'éduquer aussi pour comprendre ce qu'on fait. C'est juste que c'est important d'être curieux. Enfin, moi, je suis quelqu'un qui est très curieuse de tout. Bah J'aime pareil, hein. apprendre. Et je trouve que c'est trop bien. Plus t'es curieux, plus t'apprendras. Après, t'entends un petit peu de tout. Il y a peut-être des choses que tu vas apprendre qui seront fausses, d'autres choses qui sont vraies. Et après, c'est juste à toi d'avoir ton propre avis, d'avoir ton propre recul là-dessus. Donc Mm. vraiment, tout ça, ce que je veux dire par là, c'est que vous ayez l'endométriose ou le SOPK, c'est important de vous faire suivre, de vous faire accompagner, aussi bien d'un plan gynécologique que diététique, que aussi psychologique, parce que ça a un impact sur le corps de la femme, ça a un impact sur son mental. Tu vois, on parlait du SOPK, ça a un impact sur le physique, donc la femme peut se sentir un petit peu déconnectée de son corps. Moi, l'endométriose, ça a un impact sur ma vie de couple, ça a un impact sur ma vie personnelle, tu vois, par rapport à l'Irox, ce genre de choses. Bah, je peux pas m'entraîner de la même manière. J'ai de la fatigue chronique. Ça, on me traite des fois de feignante ou quoi. On comprend pas que juste je peux pas y aller. En fait, je suis fatiguée et je travaille aussi énormément à côté. Et ça joue sur le mental. Et c'est là que je vous encourage à avoir un suivi psychologique aussi à côté. Parce que ça fait du bien de parler à quelqu'un, de Mm. comprendre aussi pourquoi on est comme ça, de se sentir aussi moins seul face à sa pathologie. Donc vraiment, pour moi, d'avoir
d'avoir un suivi pluridisciplinaire, il est hyper important quand on a ce type de pathologie. Parce que on en parlera peut-être par la suite, tu me demanderas un peu les solutions autres que l'alimentation. Mais par exemple, il y a aussi tout ce qui est ostéopathie et tout qui est très très intéressant, hyper bénéfique vraiment. L'ostéopathie, c'est trop bien. Enfin, moi vraiment, c'est quelque chose que je recommande. Il y a même des kinés spécialisés dans l'endométriose, des kinés qui aident par rapport aux douleurs liées au rapport sexuel, etc. Mais je vous encourage tellement à faire ça. Mais pareil, il faut se renseigner. Moi, ces choses-là, je les ai sues aussi parce que j'ai lu plein de livres, j'ai fait des formations, j'ai regardé sur Internet, j'ai regardé un peu partout autour de moi. Et ça m'a aidé aussi à trouver des méthodes pour, autre que l'alimentation, aussi soulager mes douleurs. Ouais, clairement, et puis même, c'est vrai que là, tu m'y suis pensé, mais c'est vrai que du coup, ça paraît logique. Bon, c'est beaucoup moins important, mais d'avoir, ouais, justement des kinés ostéo qui sont spécialisés là-dedans, parce que on a les kinés classiques qui sont spécialisés dans le renforcement du périnée Ouais, post-accouchement. grossesse, ouais, accouchement. Et en fait, genre en mode, c'est super important. Et c'est vrai que là, vu comme ça, oui, effectivement, il y a des solutions. Mais du coup, parce que tu me parles beaucoup d'accompagnement, si on pouvait revenir un peu justement, bah, tout simplement quand même à ton accompagnement à Ouais. toi, c'est un peu, on va dire, comment tu le vois, parce que là, je vois un peu que tu fonctionnes différemment de certaines diététiciens et diététiciennes que je connais et tout, Oui. où toi, j'ai l'impression que t'as quand même pas mal d'appels en mode suivi, pas en mode Ouais. premier appel Consultation. de ouais, pas en mode premier appel de consultation. Ok, on fait le bilan, c'est bon. Maintenant, je vais te faire ton programme et on fait tout suivi WhatsApp, tu vois. Ouais. Genre Euh, comment du coup ça se passe, on va dire, ouais, ton accompagnement du coup pour les femmes et ouais, voilà. Ouais, bah moi aujourd'hui je prends que des femmes déjà en prise en charge par choix parce que je me sens plus à l'aise avec des femmes. Puis Mhm. il y a aussi ce côté psychologique que j'aime bien qu'on n'a pas forcément avec les hommes, donc c'est vrai que c'est un truc que j'aime bien. Et en gros moi je propose des suivis sur 3, 6 ou 12 mois. Donc ça c'est vraiment mon suivi NutriFit. Aujourd'hui c'est mon accompagnement principal que j'ai que je vends le plus autour de moi. Donc vraiment ce suivi il est sur 3, 6 ou 12 mois et en gros la patiente dans mon suivi, elle a vraiment un vrai accompagnement. C'est-à-dire que pour moi les consultations, j'en fais pour les patientes qui sont plus Mhm. autonomes ou par exemple pour d'anciennes patientes qui souhaitent juste reprendre une consultation de temps en temps pour faire le point ou pour des personnes qui ont je sais pas trois petites questions qui veulent voir avec moi ou qui veulent juste je sais pas en apprendre plus par exemple sur leur SOPK ou quoi. Vraiment la consultation pour moi elle vient de manière de manière un peu secondaire quand la patiente a soit déjà fait un suivi dans sa vie, soit elle est autonome, soit c'est une patiente que moi j'ai déjà eue et qui revient me voir pour faire un petit point un peu d'où elle en est. Ça, c'est les consultations basiques comme n'importe quelle diététicienne. Mon suivi, c'est vraiment un vrai accompagnement où je vais être là avec la patiente tous les jours. Tu vois, elles ont accès à mon WhatsApp 5 jours sur 7, ce qui font qu'elles Mhm. peuvent me parler au quotidien. Il y a le WhatsApp de groupe avec que des femmes en suivi. Donc c'est là où j'envoie des petits challenges, on envoie des recettes, on se parle tous les jours. Tous les lundis, je fais un audio sur un sujet qu'elles choisissent. Donc aussi bien le SOPK, l'endométriose que sur, je sais pas, le rééquilibrage alimentaire de base, le poids sur la balance. Tu vois, on fait pas mal de petites choses comme ça. Et puis ça leur permet d'avoir un vrai soutien, tu vois. Il y a d'autres femmes qui parlent de leur parcours, qui envoient leur séance de sport, qui envoient quand elles sont pas très bien aussi, qu'elles ont une baisse de motivation. Et du coup, elles se sentent moins seules. Donc il y a vraiment le WhatsApp. Après, elles ont accès à une application classique sur plan alimentaire où elles ont leur plan alimentaire, elles ont leur journal alimentaire où elles peuvent me partager leur quotidien. Donc moi j'ai accès à leurs repas en photo, j'ai accès aussi à ce qu'elles font en termes d'activité physique, si aujourd'hui elles étaient heureuses, pas bien, stressées, si le système digestif ça a été. Et du coup c'est une vraie application où en fait je peux analyser leur quotidien, ce qui me permet moi par la suite de leur faire des bilans vraiment complets. Et du coup elles ont aussi accès à une application que j'ai créée pour elles où là-dessus, elles peuvent me faire leur bilan et elles ont toute une ressource aussi avec plus de 200 fiches sur la nutrition, mes e-books, des ateliers diététiques. Et en gros, tu le vois, c'est vraiment un vrai accompagnement. Genre, elles ont à la fois les outils, à la fois les rendez-vous avec moi toutes les 2 semaines pour faire le point, le bilan, et en même temps, elles ont aussi ce côté-là où elles peuvent échanger avec moi quotidiennement quand ça va pas. Et en fait, c'est pas juste une consultation. Allez, on se revoit 2 semaines plus tard ou un mois plus tard, on fait le point. Parce que j'ai vu par moi-même, j'ai vu aussi par des collègues ou quoi, en fait, la patiente a plus cette chance de lâcher le suivi, dans le sens où d'abandonner ce qu'elle fait parce que un être humain, il a des moments il est motivé, des moments Mhm. il a pas envie, des moments il va être malade, des moments il aura la flemme tout simplement, tu vois. Et quand t'as un suivi tous les jours, ça fait que moi, une patiente qui est un peu moins motivée, je le vois. Tu vois, je vais lui envoyer un petit message à lui dire là, je sens qu'en ce moment c'est compliqué, il y a le changement de saison, je te sens un petit peu triste, etc. Comment tu te sens? Et en fait, du coup, on parle toutes les deux. Et 2 jours plus tard, elle va mieux et du coup, elle se remet dans son plan alimentaire, dans ce qu'elle fait, etc. Et du coup, ça permet d'être vraiment là pour la patiente. Que la consultation, en dehors des rendez-vous, t'as pas d'échange. Et moi, je sais pas, je me sens trop restreinte dans mon accompagnement, dans ce que je veux mettre en place quand il y a juste le système de consultation. J'imagine, mais
Mais du coup, genre, en mode, t'as le système de consultation. Imaginons sur une semaine, combien de temps te prennent, on va dire, des consultations, genre au niveau des appels, peut-être tu te mets un nombre max de consultations par jour ou par semaine, Ouais. pour justement peut-être avoir 60% d'accompagnement et que 40% de consultations. Je sais pas à peu près comment tu répartis ça, Bah, mais à une époque, c'était quasiment 50-50. Aujourd'hui, je te ok. dirais que j'ai peut-être 10 consultations vraiment de patientes qui prennent des consultations. Hmm. Après, sinon, le reste de mes rendez-vous, c'est mes patientes que moi, je vois pour les bilans toutes les 2 semaines. Ou ça va être une patiente qui, de temps en temps, veut faire un point ou quoi. Mais c'est rare qu'il y ait un point en plus. Mais sinon, aujourd'hui, c'est essentiellement le suivi parce que déjà, de moi-même, j'ai moins tendance à dire à mes patientes, prenez une consultation parce que je suis déjà moins alignée avec ça par rapport à moi, ma méthode de Ouais. travail. J'arrive beaucoup plus à aider une femme, surtout quand il y a une pathologie derrière. Tu vois, c'est ce que je dis. Quand il y a une pathologie, c'est d'autant plus difficile. Il y a des choses à mettre en place, il y a un vrai retour à avoir. Et dans un suivi, certes, c'est un investissement, c'est un peu plus cher, mais c'est normal aussi parce que moi, je fournis le travail derrière, tu vois, Hmm. qui est présent. Tu prends le Mais au temps, moins, ouais. je sais que la patiente, elle est bien accompagnée. Et puis, il y a ce côté aussi, pas que alimentation. Moi, j'ai un côté très psychologique. Je suis beaucoup là pour mes patientes. J'ai ce côté très bienveillante, à beaucoup les soutenir, beaucoup les motiver, beaucoup comprendre aussi. Je suis quelqu'un qui comprend facilement une personne ce qu'elle vit, parce que je suis très très empathique. Donc du coup, quand elle me parle, bah j'arrive à capter ses émotions, j'arrive à lui dire bah ça va aller, tu vois, on va mettre les choses en place. Et et du coup, tout ça fait que j'arrive à être plus proche d'elles et du coup mieux les aider. Donc effectivement, il y a un nombre de places qui est restreint pour que j'offre une qualité aussi de suivi à chaque patiente. Mais au moins, je sais que j'ai un nombre de patientes et ce nombre de patientes, elles sont comme il faut, elles sont accompagnées, quoi. Ouais, d'ailleurs, j'allais justement te poser la question, tu accompagnes combien de personnes à peu près par mois? Peut-être 10, je Ouais. sais pas. Non, je suis à plus au Ouais, je niveau sais pas. Ça dépend des après du temps que suivis. tu mets sur les appels C'est de ça. bilan, etc. Ça rajoute indirectement Ouais. du temps pour chaque patient, donc ouais. Bah là, en suivi temps plein, donc mes suivis sont 3, 6 ou 12 mois, donc il y a des patientes que j'ai un petit peu plus sur du long terme, tu vois. En général, je suis à peu près à 35-40 patientes par constamment. En fait, dans le suivi, j'essaye à peu près d'être toujours à ce nombre-là. À un moment donné, j'étais montée à 50, mais aujourd'hui, avec mes futurs projets et tout, je peux pas garder autant de temps, tu vois, pour avoir autant de monde. Donc j'ai préféré réduire justement un petit peu les places que je prenais dans cet accompagnement, Mhm. mais pour créer aussi des offres secondaires qui arriveront en 2025, tu vois, créer d'autres choses aussi pour pouvoir accompagner les femmes. Et du coup, pour avancer sur mes projets, je prends moins de monde et je sais que 35-40 patientes, j'arrive à gérer et j'arrive à être là pour elles, quoi. Ok, ok. Putain. Ouais, c'est vrai que je pensais pas, entre guillemets, autant, tu vois. Donc, ok. Et par rapport justement, en vrai, à tes futurs projets, genre, là, j'ai l'impression que tu travailles, entre guillemets, toute seule, au Ouais, niveau de enfin, de tes consultations et de ton suivi. oui. Est-ce que tu as une envie peut-être de pouvoir toucher plus de femmes et ne pas les faire attendre de t'associer avec quelqu'un ou de Ouais, potentiellement même carrément prendre, entre guillemets, une alternante, une ouais. salariée, j'en sais rien. Bah là, à l'heure actuelle, moi, j'ai une assistante qui gère toute la partie administrative, toute la partie que je déteste, tu vois, la partie qui est un peu Ouais, compliquée et que nous, les je comprends. entrepreneurs, on n'aime pas trop. Donc, c'est elle qui gère cette partie-là. Et bien sûr, bah, après, en tant que chef d'entreprise, t'es obligé d'être présente aussi, hein, mais c'est elle qui Mhm. s'occupe des factures, ce genre de choses. Après, j'ai le comptable naturellement dans une société qui est Ouais. obligatoire. Et après, j'ai quelqu'un là qui va m'aider bientôt sur les réseaux pour m'aider un petit peu aussi à produire plus de contenu parce que je me sens très limitée dans la création de mon de contenu par rapport au manque de temps que j'ai. Donc là, je vais reprendre quelqu'un qui va un petit peu m'aider en sachant que c'est justement ça va venir au sujet, c'est que je suis quelqu'un qui a vraiment du mal à déléguer. Parce que, en plus, mon suivi, c'est pour ça qu'à l'heure actuelle, j'ai personne qui va vraiment gérer le suivi avec moi. C'est que les personnes viennent me voir moi pour avoir un suivi Mhm. avec moi, pour avoir Ouais. mes connaissances. Demain, si elle voulait aller voir, je sais pas, n'importe quelle diététicienne, même qui viennent de se lancer sur les réseaux, elles iraient voir n'importe quelle diététicienne. Il y en a plein aujourd'hui sur les réseaux, tu vois. Il y en a plein sur les réseaux, il y en a plein dans des cabinets qui sont très bien notés. Si une patiente vient te voir toi, comme on le parlait au tout début, c'est qu'elle aime ta personnalité, elle aime qui tu es, elle aime ce que tu fais, ce que tu dégages aussi sur les réseaux, qui tu es. Donc si finalement je dis à une patiente, bah en fait tu fais mon suivi mais t'es avec quelqu'un d'autre, je sais pas, moi j'aurais vraiment le syndrome de l'imposteur pour le coup, tu vois. Donc c'est vrai que non, c'est mes connaissances, c'est moi qui aussi crée ce suivi. Donc je sais que sur mon suivi, ça restera ce type d'accompagnement et je prendrai pas forcément quelqu'un. J'ai des stagiaires qui sont là souvent régulièrement. Je prends beaucoup de stagiaires pour justement qu'elles puissent aussi en apprendre plus sur l'alimentation, qu'elles aient aussi ce côté-là à se dire ok bah je vois comment ça se passe aussi les suivis en ligne qui sont de plus en plus justement nouveaux entre guillemets dans notre domaine. Et d'un autre côté, bah, ça me permet moi aussi de voir un petit peu est-ce que j'arriverai à déléguer ou pas. Donc quand j'ai des stagiaires, il y en a avec qui ça se passe très bien, d'autres avec qui des fois c'est un petit peu plus compliqué et tout, mais en général c'est une super bonne expérience. Moi j'adore prendre des stagiaires, mais ça Mhm. me fait me rendre compte aussi que j'aurais du mal à déléguer à 200%, tu vois, mon suivi ou déléguer une partie parce que
je reprends toujours la main dessus. J'ai toujours obligé de vérifier, de regarder, de me dire ok, est-ce que c'est bon ou pas. Et limite, ça me ferait perdre plus de temps que si moi je le faisais. Donc par contre, je sais que ce qui va se passer, c'est que ce sera les projets de 2025, il y aura d'autres offres qui vont sortir, où là, je serai plutôt en passif, donc j'aurai pas besoin d'être là tout le temps, et ce qui me permettra de fournir des accompagnements moins chers aussi pour des personnes qui peuvent pas bénéficier de mon suivi, et en même temps, qui peuvent quand même avoir un accompagnement, un outil pour les aider dans leurs objectifs, sans que je sois là tous les jours. Ouais, parce que justement, t'as un peu les deux types de profils, on va dire, qu'on voit sur les réseaux. C'est les gens, on va dire, qui ont une formation toute faite, que ce soit dans la muscu ou dans le business. Et en fait, ils arrivent à se mettre ce coup de pied eux-mêmes, à faire les choses et tout, parce Ouais. que ils se disent, bon, c'est bon, la personne et tout, je lui fais confiance, etc. et tout. J'y vais et je sais, on va dire, je suis autonome, j'arrive à être quelqu'un d'autonome. Il y en a, c'est pas grave, mais du coup, ils ont enfin, du coup, peut-être, du coup, c'est pour ça, c'est tes accompagnements, mais elles ont du mal à avoir cette certaine autonomie. Et peut-être aussi un peu d'avoir le côté validation à chaque fois de potentiellement ce que tu vas leur faire, etc. Et qu'elle se dit genre en mode je suis entre de bonnes mains, je vais pas tendre vers des comportements excessifs dans un autre cas ou dans un autre et tout. Et je trouve que ouais, c'est important. Il y a deux écoles. Après, je pense qu'il faut entre guillemets essayer un peu les deux et voir exactement qu'est-ce qui te convient. Tu vois, genre moi là pour le run, j'ai aucune connaissance dans le run. J'ai envie de me faire accompagner et j'assume de me dire faut que je me fasse accompagner par quelqu'un. Oui. Musculation, c'est pas forcément nécessaire et encore je pourrais, mais Ouais. Oui, c'est je pense ça. qu'il y a deux types de profils, on va dire. Ouais, non, non, il y a deux types de profils et après, il y a des gens pour qui aussi par rapport à leur budget, ça leur convient mieux ou quoi, tu vois, donc ça va dépendre aussi de chaque personne. Mm. Et puis, je sais que c'est quelque chose qu'on voulait aborder aussi tous les deux, mais tu vois, moi, j'ai des patientes, elles ont du mal, des fois, déjà à tenir un suivi en elles-mêmes, parce qu'un suivi, ça demande aussi de s'investir dans quelque chose et parfois, les personnes ont du mal à s'investir dans ce qu'elles font, d'autant plus quand il y a des pathologies, des fois, elles sont un petit peu fatiguées, il y a la fatigue chronique, il y a les changements d'humeur, il y a le côté un peu irritable qui peut être présent, tout ça. Donc ça, c'est des choses qui font que certaines patientes ont du mal, des fois tous les jours, à être dans leur suivi, à mettre les choses en place, à être ok. Je sais que c'est une des difficultés qu'elles ont, tu vois. Les plus grandes difficultés, ça va être la motivation qui est pas là tous les jours. Ça va être aussi des fois d'accepter qu'il y a des hauts et des bas, notamment quand on parle d'évolution physique. Parfois, le poids sur la balance ne va pas bouger ou les mensurations non plus, et c'est un processus qui est ok. Mm. Ça veut pas dire que la patiente ne va pas évoluer sur du long terme, mais il y a des périodes, des bilans où ça ira moins. Et ça, des fois, c'est un petit peu un échec pour les patientes. Et c'est justement là, quand je suis présente, que j'ai les bons mots et je sais comment les rassurer, tu vois, à ma manière. Et au pire, si j'y arrive pas, je sais que c'est mon erreur à moi. Que si demain, c'est quelqu'un qui s'en occupe, tu vois, je me dirais, c'est elle. Et du coup, je serais un petit peu déçue qu'elle ait pas réussi à remotiver ma patiente comme il faut ou à l'aider comme il fallait, tu vois, parce que quand on touche à l'alimentation, déjà il y a le point de vue santé qui est important à prendre en considération et on peut pas faire n'importe quoi avec la santé des gens et ça c'est important de le dire. Et deuxième chose, l'alimentation tu manges tous les jours. Tous les jours, tu fais attention à ton alimentation entre guillemets, t'équilibres tes repas, tu vas prendre en charge ta pathologie. Donc tous les jours, il y aura des jours où tu seras hyper en forme, tout ira bien, des jours où tu seras fatigué, des jours où tu auras des événements de la vie particuliers qui font que tu seras pas bien. Et en fait, il faut arriver à s'adapter chaque jour, en fait, à garder cet équilibre sur du long terme pour être flexible chaque journée. Mais du coup, il y a des gens qui ont du mal à faire ça. Et ça, je pense que c'est la plus grosse difficulté que moi, je peux voir auprès des gens. C'est beaucoup ce côté-là où quand il y a quelque chose dans leur vie qui font qu'elles ont du mal à garder leur équilibre alimentaire, tout ça, et en fait, elles vont pratiquer le foutu pour foutu et du coup dire, tant pis, j'y arrive pas et je laisse tomber. Au lieu de se dire, ok, c'est plus difficile, donc peut-être je ralentis un peu, je fais un peu moins que d'habitude, mais je continue quand même à essayer de garder le rythme, garder le cap. Et en fait, ces personnes-là, en général, elles se disent, non, c'est trop dur, j'abandonne. Et en fait, il faut mieux faire un peu chaque jour et arriver à son résultat que d'aller trop vite ou de faire bien tout d'un coup et de se dire, non, mais en fait, c'est trop difficile, j'abandonne. Tu vois. Ah c'est clairement la mentalité tu vois, si on peut revenir rapidement en comparaison, c'est la mentalité du documentaire d'Inoxtag. Ouais. Moi, c'est 1% meilleur tous les jours, tu vois, genre, je sais qu'à la fin de l'année, j'aurais évolué 3 fois plus vite et rien que déjà sur Ouais. un mois, tu vois, je le vois dans ma vie. Et l'alimentation, ça a été, pour moi, c'est, comme tu dis, c'est quelque chose, on va dire, de naturel, comme le fait de dormir, tu vois. Il faut que tu arrives à avoir du contrôle sur ça. Et certes, c'est compliqué. Certes, t'as pas de chance parce que t'as de l'inflammation au niveau de la testé. Moi, je suis quelqu'un au niveau de digestion et tout, ça peut être assez compliqué et tout. Mais à un moment donné, genre, j'ai accepté de me dire, ok, bon là, l'année dernière, je me suis pété la cheville, j'ai pris énormément. J'ai pris 14 kilos. Mais c'était ma plus grosse prise de poids de ma vie, en plus en accumulation de gras. Et je me suis dit, genre, ok, je vais rééquilibrer mon alimentation, mais je vais apprécier manger ce que je mange. Et genre, en mode, vu que moi, ça me fait rire, je te le dis, genre, je mange, je pense,
50 à 60% de ma semaine, c'est, à chaque fois, les gens, ils me regardent, ils me disent, c'est pas possible. Je mange des wraps. Ok. Genre des Ok. tortillas, tu vois, pas des gros wraps. Et déjà, en fait, quand c'est Ouais, des petites ouais. tortillas, c'est moins de glucides. Et en fait, j'en prenais que deux pendant un an. Et vu que c'était un Ok. plaisir, genre, en mode, je prenais que deux tortillas le soir, je te parle, le soir, je mettais la salade, des tomates, une source de protéines différente à chaque fois, un peu de sauce. Et tac, avec le sport et tout, bah, en fait, j'ai perdu mes 15 kilos. Ouais. J'ai perdu un peu plus et tout, mais je suis très content et tout. Et ça m'a fait un équilibre de fou au niveau de l'alimentation parce que j'ai trouvé ce qui me convenait. J'étais plus en mode, bon, allez, je vais me taper un gros plat de pâtes et tout le soir. Maintenant, j'en ai besoin et tout parce que je veux reprendre un peu de poids et tout, mais proportionnellement. Et en fait, c'est toujours le truc de genre en mode, bah, si t'as vraiment envie de, par rapport à l'accompagnement, il faut vouloir se faire accompagner. Parce que si t'as pas envie de faire les efforts, tu peux faire tout ce que tu veux. Et la personne en face, elle peut faire tout ce que tu veux. Et après, tu vas lui dire que c'est sa faute. Ouais. Mais c'est qu'en fait, C'est ça. t'étais pas OK avec toi-même déjà de base de mettre tous les efforts. Et moi, tu vois, là, cette année, je me suis dit, ça sera un peu ma question d'ailleurs que je te poserai après fétiche un peu pour finir le podcast. C'est genre en mode, ben, est-ce que genre en mode là, t'es prêt à faire les changements? Moi, j'ai fait mes changements parce que pendant un an, genre, j'ai dû réadapter le sport, l'alimentation, ma rééducation de cheville, etc. Mais non, c'est bon, je suis chaud. Je vais faire un marathon et je vais sortir un podcast, tu vois. Ouais. Mais genre, ça a pris le temps qu'il fallait, tu vois. Oui, c'est Et ça, ça. les gens, ils comprennent pas des fois que malheureusement, le temps, des fois, il y a pas un bon timing. Mais il faut pas accepter le fait de, ben, comme on dit, d'abandonner, tu vois. Il faut jamais que tu abandonnes. Il faut que Exactement. tu essayes d'une quelconque façon. Puis il y a jamais de bon moment. Tu vois, j'ai des personnes des Ah fois qui non, me disent ouais, ça, non, mais clairement. je vais pas démarrer le suivi tout de suite parce que c'est pas le bon moment. Du coup, je commencerai en septembre ou je commencerai en octobre ou quoi. Moi, je leur Ou dis les mais il y a résolutions, jamais de bon j'ai moment jamais ou bonne. pas. Vraiment, les Il y résolutions, pour moi, a c'est une connerie, hein. bah oui, moi La aussi, nouvelle je suis année, pour moi, complètement c'est juste, d'accord. tu te dis, 2025, j'ai envie de l'associer à ça, ça, ça. Mais pour moi, c'est pas en mode de 2025. Je dois perdre X kilos. Tu peux Oui, commencer à non, perdre tes X kilos et en fait, tu vas arriver en 2025 avec peut-être un meilleur objectif parce que tu seras mieux dans ta peau et tu te diras, bah, en fait, j'ai déjà perdu exactement. 30% de ce que je voulais perdre et tout. Bah, en fait, je peux aller chercher plus Ouais. de manière équilibrée. Puis il y en a qui pensent qu'il y a des bons moments dans le sens où il y a des moments j'ai plus de temps pour faire ça, mais il n'y a pas plus de temps parce qu'aujourd'hui quand vous faites un suivi, c'est des choses que vous gardez pour toute votre vie tous les jours. Donc il n'y a Mhm. pas des habitudes qui vont être drastiques ou quoi, qui vont sauf si vous avez un mauvais suivi, mais c'est pas des choses drastiques qui font qu'à des moments dans votre vie, ce sera compliqué de mettre ça en place. En fait, c'est juste OK aussi accepter que oui, il faut faire des changements, donc il y a aussi des efforts à faire, c'est OK, mais c'est des habitudes que vous allez créer sur du long terme. Et dans votre vie, il y aura toujours des moments où je sais pas, il y aura les enfants gérés, il y aura un événement particulier, il y aura des choses comme je le disais tout à l'heure. Donc il n'y a pas de bon ou mauvais moment. Par contre, il y a des moments où on commence, on fait les choses et on essaie d'évoluer. Et ça, c'est important qu'on ait un problème de santé comme l'endométriose, le SOPK. C'est important de le prendre en charge et encore plus quand il y a un problème de santé. Mhm. Et quand vous avez un objectif même physique ou quoi, faites-le même pour vous, pour être fier de vous, gagner confiance en vous, vous sentir bien dans ce que vous faites. Et à la fin, vous serez fier en fait de vous dire, ok, bah j'ai fait un suivi et je me suis lancée et je me suis donné les moyens. Et même s'il y a des jours c'était compliqué, bah je l'ai fait et je suis fière de moi et ça c'est trop important. Ouais, comme dit Inox, à chacun son Everest, tu vois. Et Ouais, totalement. il y a des femmes, ça peut être l'endométriose, ça peut être je sais pas, sortir d'une relation hyper nocive avec un garçon. Pareil pour nous les garçons et tout, ça peut être genre en mode de se battre contre l'anorexie qui, je trouve, commence à arriver de plus en plus au niveau des garçons Ouais, c'est vrai. à cause des réseaux. Mais bon, on va bientôt finir le podcast parce qu'il y a tellement de sujets à aborder. C'est Ça ça. pourra faire l'office d'un podcast l'année prochaine par rapport à ce que tu auras mis en place en vrai C'est vrai. au niveau de ton accompagnement. Et du coup, j'ai ma petite question. C'est Ok. que, comme tu sais, enfin, mon podcast s'appelle Équilibre Performance. Et en fait, j'ai un peu ma question que je pose à tout le monde, c'est est-ce que c'est quand tu as trouvé un équipe dans ta vie qui t'a permis, on va dire, bah, du coup là dans ton cas, de proposer de la diététique, que ça soit Ouais. pas forcément endométriose parce que tu as commencé il y a 3 ans, c'est parce que tu avais un équilibre dans ta vie et du coup tu t'es dit bon allez, si je vais pas aller chercher cette petite performance et tout, ben j'aurai pas une vie qui me conviendra au niveau professionnel, au niveau sentimental, au niveau personnel, physique, sportif, tout ce que tu veux et tout, ou c'est en mode t'avais une vie qui était assez déséquilibrée ou genre en mode il y avait des choses qui se passaient pas bien dans ta vie et du coup tu t'es dit le seul moyen de trouver un équilibre dans ma vie c'est d'aller chercher la performance. C'est un petit peu la deuxième solution. C'est que ma vie était Ok. compliquée, ça allait pas trop dans ma vie, j'ai vécu des choses assez difficiles quand j'étais jeune et tout. Et en fait, chez moi, la performance, de me dépasser, que ce soit aussi bien dans le sport ou dans le travail ou dans tout ce Mhm. que je mets en place, c'est mon moyen en fait de trouver mon truc à moi, en fait de me sentir mieux, tu vois, de performer. Ça m'aide à trouver mon équilibre dans ma vie parce que c'est ça qui me rend fière, c'est ça qui me fait me dire ouais, Hello, t'es capable de faire des choses, tu vois, malgré tout ce Mhm. que t'as vécu. Donc c'est plutôt la deuxième.
Ouais, bah, tu sais quoi, j'aurais pas du tout pensé parce que vu que tu Ah me ouais? parlais pas mal d'équilibre, je me suis dit, bah attends, mais c'est à dire que Ouais, c'est l'équilibre qui lui a amené le fait de se lancer en diététique libérale sur les réseaux, ensuite de mettre la spécialité endométriose, SOPK et tout, mais du coup, bah tu vois, ouais, à chaque fois, je suis surpris, tu vois, à chaque fois, je me dis, je vais poser un peu un pronostic sur cette personne et après, elle me dit ouais. ça ou des fois, oui, ça a avéré parce que c'est logique avec tout ce qu'elle m'a dit, mais là, non, mais ok, bah en vrai, je comprends tout à fait, du coup, en vrai, ton point de vue. Et tout simplement pour finir, bah en vrai, si tu veux, bah, tout simplement nous donner un peu tes réseaux pour Ouais, genre un peu te suivre, le podcast, les réseaux ouais, sociaux, l'accompagnement, totalement. etc. Je mettrai tout en description, mais du coup, si tu C'est peux cool. rappeler. Bah, du coup, pour toutes les personnes qui nous ont écoutés aujourd'hui, si vous voulez me retrouver, vous pouvez me retrouver sur Instagram avec hello-nutrifit. J'ai également mon podcast où je parle beaucoup de santé féminine. Là, j'ai lancé justement une série d'épisodes au mois d'octobre 2024 qui parle justement de l'endométriose. Donc vraiment un focus où je reçois des experts aussi, aussi bien dans des domaines comme la nutrition que des porte-paroles de l'endométriose vraiment qui interviennent dans mon podcast. Donc c'est vraiment le moyen pour moi de communiquer justement sur des sujets qui me touchent comme ces pathologies. Et il s'appelle Allo Nutrifit, donc pour faire l'écho à Hello, sauf que là c'est Allo. Je pense que tu remettras de toute manière les liens. Hmm. Et j'avais aussi TikTok. Moi, j'ai un peu déserté, c'est moins un réseau qui me convient. Donc vraiment, si vous voulez me retrouver, vous avez mon site internet que vous pouvez découvrir directement via mon Instagram. Donc Instagram, mon site internet et mon podcast Allo Nutrifit. Ça marche. Bon, bah écoute, en tout cas, merci à toi d'avoir accepté l'invitation. Et puis, Merci à toi de m'avoir invité. puis je vous dis à la prochaine équipe. Allez, salut.